Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce lundi. C'est parti jusque 18h sur France Maghreb 2 avec un programme, ma foi, très chargé aujourd'hui. Dans un instant, l'Algérie, le jour d'après, les incendies sont quasiment tous éteints. L'heure du bilan a peut-être sonné. Nous serons avec deux invités. Tout d'abord, le docteur Majid Sihossin qui sera avec nous d'ici quelques instants, l'association Solimed. Et puis nous serons aussi avec un psychiatre, le docteur Ben Yamina Amin, qui sera avec nous aussi tout à l'heure pour nous parler des besoins, bien entendu, de cette population, principalement dans le nord de l'Algérie. Ces incendies ayant touché une trentaine de wilayas. Indemnisation d'ailleurs annoncée cet après-midi, on en reparlera tout à l'heure par le président de la République Abdelmajid Tebboune pour les familles ayant perdu des victimes, donc des victimes des incendies, à hauteur de 1 million de dinars, soit 7400 $, seront donnés aux familles des victimes. L'Afghanistan, là aussi, l'inquiétude fait rage après le retour des talibans, 20 ans de guerre pour rien. Avec le retour des talibans, on se posera les questions éclairage avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis, le pass sanitaire, l'instant d'après, et les mauvaises nouvelles se poursuivent pour Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il ? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Pour l'heure et pour m'accompagner aujourd'hui en ce lundi, il est de retour tout bronzé de vacances fraîchement arrivé. Karim Alouache, comment ça va mon Karim ? Ouais, ça va super. T'as de bonne mine, hein ? Merci. Ah ouais, t'es tout beau mon Karim, t'es refait à neuf là pour le coup, accompagné de Gamal Abina qui a encore pas le teint très vacancier pour l'instant. Ça va mon Gamal ? Oh, ça va quand même, j'ai un petit peu de bronzette. Hein. Ouais mais bon, ça sent le soleil parisien de passage, tu vois. Absolument, même la poussière. Gamal est bronzé toute l'année. C'est ça. Bienvenue à tous, c'est parti pour le LGF. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Eh ouais, c'est la dernière semaine les amis avant les Kansba, à mon tour. Le quiz. Et c'est l'heure du quiz. Ah, j'aime bien ce moment. Gamal Abina face à Karim Alouache. Première question. Attention, cette question vaut 3 points. Quel navigateur français Kersezon. Non, monsieur. Effectue le record de la traversée à la voile du Pacifique Nord en 1998. 98, oh là. C'est du sport, j'y connais rien. Alors, c'est un homme, hein. C'est un homme. Perron. Perron Bien joué. est une bonne réponse. 14 jours, 17 heures et 22 minutes. 3 points pour Karim Alouache. Question à 3 points aussi. Au cours d'une cascade, lors du tournage de quel film survient un drame avec un mort côté caméraman et 2 blessés en 1999 ? Luc Besson, c'est pas un film de Luc Besson ? Oui, c'est un film de Luc Besson. Taxi. Lequel ? 3. 5. Non. 4. 3. 3. 2. 2 En même temps. Taxi 2, La effectivement. pure coup de peau. Donc je fais quoi là ? Bah, on a tous les deux dit 2 en même temps, donc... Un point chacun alors. Ouais, un point et demi. Allez, 4-1. Question cette fois-ci à 2 points. Je cherche un chanteur et acteur américain mort en 1977 surnommé Elvis The Presley. King. Oui, Elvis Presley. 4-4. Attention, les jeux sont faits, rien ne va plus. Question à 2 points. Je cherche une chanteuse américaine de gospel, pop, soul. Whitney Houston. Non, elle est morte en 2018. Ah oui, c'est 2018. Ouais. C'est Aretha Franklin. Aretha Franklin est une bonne réponse. 6-4 pour Gamal Amina. Attention. Question à 2 points. Ça va Je être cherche partagé. un cinéaste américain né en 1954 au Canada. Indice, Titanic ou encore Terminator. Cameron. Cameron est une bonne réponse. Je sais pas qu'il était canadien. Attention, non, il est né au Canada mais il est américain. Ok. Question qui vaut à l'infini. Je cherche une chanteuse américaine d'origine britannique née en 1958. Est-ce que vous voulez un indice ? Le voici. Madonna. Madonna est une bonne réponse. Like the Virgin. Like Virgin, ouais. Première télé. C'est Like a Prayer, ça. Ah oui, Like a Prayer, pardon. Je l'ai vue, elle est passée à Sceaux, je crois, en 87. Ouais. Ouais, Avec la culotte de Chirac, là. t'as pas regardé que ça, Oh. mon Karim, hein ? Hein ? Bah, c'est là où Oui, non, mais Col du Chirac. Ouais. Elle avait l'habitude de montrer Ouais, quelques comme parties... Ah, j'étais gamin à ce moment. Ah, quelques parties intimes. J'étais quand même, hein. Ah, c'est bon, ça. C'est génial. Gamal Amina en mode disco ce soir.
J'adore. Ouais, Madonna, voilà, Aussi, c'est toujours un j'adore, plaisir de j'adore. réécouter, effectivement. C'est votre époque, les amis. Bienvenue à Absolument. vous. Dans un instant, l'Algérie, le jour d'après, bien entendu, après ces incendies meurtriers, ce Covid-19 que beaucoup d'ailleurs ont oublié. Mais bon, on peut les comprendre parce que, évidemment, la situation ne se prêtait pas franchement aux gestes barrières pour le coup. Quelques révélations aussi dans l'affaire Jamel Ben Smaïn. Vous savez, cet homme qui a été... comment dirais-je, quel est le mot Lynché, adéquat, lynché, massacré, massacré, etc. Donc une conférence de presse a eu lieu hier de la police algérienne pour nous donner quelques détails, et puis des indemnisations pour les familles de victimes ont été annoncées aujourd'hui par le président Tebboune. De tout cela, on en reparle avec nos invités, bien sûr. Le docteur Majid Sehossine, l'association Solimed, ça se mobilise, la diaspora algérienne se mobilise, et puis nous serons aussi avec le docteur Ben Yamina Amin, qui sera avec nous. Il est psychiatre, lui, tout à l'heure. Et puis, à 17h, c'est évidemment Emmanuel Dupuis, avec qui nous allons tenter de comprendre ce qui s'est passé avec une telle rapidité. Les talibans ont repris le pouvoir. Aujourd'hui, ces images atroces, Gamal et Karim, amis auditrices, auditeurs, d'Afghans s'accrochant à des avions. Hallucinant, ça en dit long sur ce qui se passe et ce qui va se passer, quoi. Ouais. Pour en arriver là, c'est que c'est vraiment dramatique. Oui, c'est clair. En tout cas, on peut signaler quand même la lâcheté de l'Occident pour le coup, des Américains. 20 ans de guerre pour rien. 20 ans en arrière. C'est 20 ans pour ça, mais c'est surtout ce qui me fait peur, c'est ce qui va en découler, parce que Ouais. c'est ça surtout. Le rôle de la Chine aussi, on en parlera. Et de la Russie. Et de la Russie. Mais l'Iran, Ouais. surtout l'Iran. Ils veulent qui est, conserver le plus leurs inquiet. intérêts, bien sûr. La Russie qui a dit, qui a annoncé qu'elle avait suffisamment de garanties pour pas bouger et ne pas rapatrier ses ressortissants. Voilà. Parce que les Russes, ils ont des méthodes, on les connaît, les méthodes russes. Quand on touche Ouais. un Russe, Emmanuel Macron qui doit s'exprimer sur la situation afghane ce soir à 20h, que va-t-il dire? Eh bien, on se posera la question ensemble. Et puis Emmanuel Macron, pour qui l'été n'est pas forcément de meilleurs auspices, puisque après le pass sanitaire, après avoir passé son début de vacances sur les réseaux sociaux, voici que l'influenceur Macron prend un petit coup. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, à suivre sur France Maghreb 2, bien entendu. Pour le LGF, Kamal Abida et Karim Alouach sont avec nous. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec cette bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre, signée Faiza Ben Mohamed qui nous a appelé juste avant la pause. C'est au niveau évidemment des incendies meurtriers en Algérie. 35 feux actifs pour le moment. Donc il y a eu 76 feux d'éteints depuis ce matin avec l'arrivée des Canadair qui sont intervenus donc sur le terrain. Plus aucun feu visiblement dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il en reste du côté de Béjaïa, de Skikda, de quelques endroits évidemment, mais en tout cas voilà, on est vers une amélioration importante et il faut s'en féliciter. En ce vendredi 13, 35 feux actifs contre une centaine ce matin, hier soir. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc l'arrivée des Canadair a été bénéfique. Deux Canadair français, deux Canadair espagnols qui interviennent sur le terrain et on les voit d'ailleurs les images avec cette population qui est en joie et on peut les comprendre. De voir ces Canadair éteindre les feux les uns après les autres. Un autre Canadair suisse arrivera demain, c'est ce qu'a annoncé d'ailleurs le président de la République hier, Abdelmajid Tebboune. Pierre-Henri, depuis les Alpes, à 2600 mètres, perché à 2600 mètres de hauteur, avec 22 degrés, température, ma foi, très agréable, dans un paysage très sympathique, et en l'occurrence, Nadia Chérif avec nous, avec là une température très chaude du côté de Toulon, 40 degrés ressentis. Nadia, après l'émission, on va aller faire un petit tour à la plage. C'est ça, ma Nadia. Nadia ? Nadia n'est plus là. Elle est déjà partie à la plage ? Ah ! Mais non, je suis. On a eu peur, on t'avait perdu, ma Nadia. Je croyais que t'étais déjà partie brasser à la mer. J'aurais pu, mais non. Non, je suis là et par la suite, j'irai boire un verre en terrasse ou dans un restaurant avec le pass sanitaire parce que c'est contrôlé. Ah oui, c'est contrôlé, oui. On en reparlera tout à l'heure du pass sanitaire, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai un petit quiz avec des petites questions. Je me suis dit que j'allais un peu le corser aujourd'hui, étant donné que nos deux amis sont en vacances et qu'ils vont pouvoir peut-être être beaucoup plus détendus et répondre à quelques-unes de mes questions. Dont voici la première, c'est une question histoire qui vaut 4 points. Qui devient le premier ministre du roi de France, Louis XIII, en 1624 ? Colbert. Non, ce n'est pas Colbert. Indice, c'est un cardinal.
Richelieu. Richelieu est une excellente réponse, monsieur Pierre-Henri. 1624, le Premier ministre donc de Louis XIII, le cardinal de Richelieu. 4 points pour notre ami Pierre-Henri. Question à 1 point cette fois-ci. Quel chanteur se suicide dans sa propriété en 1998, chanteur des années 60-70? Claude François. Non, en 1998, j'ai dit. Ah, bon, Claude. 98. Ouais. Nino Il Ferré. chante. Oui, Nadia, Nino Ferré, effectivement, bonne réponse. J'avais perdu Mirza, les cornichons et compagnie. Nino Ferré est une bonne réponse. Voilà, notre Pierre qui va se mettre à chanter, alors là on est parfait. 4-1, attention, question à 4 points. Je cherche un médecin, alors là si vous me la trouvez celle-là, non je vais même rajouter un point, 5 points. Je cherche un médecin, inventeur du stéthoscope, mort en 1826. Alors là, celle-là, Ouais, pas mal. inventeur du stéthoscope, mais également médecin mort en 1826. De qui s'agit-il? René de son prénom. Non, je suis pas. Je cherche, mais René, stéthoscope. Oui. Non. Il est l'inventeur du stéthoscope. Encore 3 secondes. René Lenec. C'était la réponse que non. j'attendais. Mais bien entendu, un bon ami. Oh oui, bien ami. Question à 4 points. Je cherche un cinéaste anglais, né en Angleterre en 1899. Il est reconnu incontestablement comme le maître du suspense. Al Hitchcock. Oui, Alfred Ah. Hitchcock. Elle repasse devant Pierre, 5-1. Attention. Comment ça, 5 Bah oui, c'était une question à 4 points, elle avait 1 point. À 4-1. Non, elle avait... Et alors, question à 4 points. Monsieur Pierre-Henri, 1 plus 4 égale 5. Merci. 5. Voilà, Oui, merci mais beaucoup. D'accord, mais j'ai 4 points. Bah oui, mais maintenant là on a 5, donc elle t'est passée devant. Oui. Voilà, bah, c'est tout ce que je dis. Attention, question à 1 point. Je cherche un homme politique franco-espagnol, né à Barcelone. En mi... Oh non. Valls. Oui, Valls. Valls, le roi de la loose, né en 1962. C'est trop facile, ça. Voilà, bah 6 Ouais. points, hop, pour Nadia. Attention, la dernière question est une question à l'infini, c'est-à-dire qu'elle est, si vous répondez à celle-ci, vous remportez le quiz. Je cherche un acteur et humoriste né au Maroc en 1978. Alors, il est surtout connu pour sa petite taille et son physique quelque peu atypique. Jamel. Non, pas Jamel. Non. Si, il a un physique atypique. Debbouze. Non, c'est ni Jamel ni Debbouze. On le voit de temps en temps avec Arthur à la télé, il a été acteur dans quelques films. Ouais, mais je regarde pas Arthur, moi. Bah oui, non mais... Plus, mais bon, physique marocain atypique, petite taille. Il est drôle, humoriste. petit. Ouais. Je suis sûr que nos auditeurs Non, mais ont trouvé l'Archema. Ouais, non, mais je vois plus ou moins le physique, Et lui mais le nom. Non. Pas associé c'est pas ça. ce nom à ce physique. Non. Comment il Boudère. s'appelle? Boudère. Oui, Boudère, oui. Ah Oui, bah voilà. maintenant, oui. Bon, Tout bah à fait, Pierre, atypique. visiblement, on l'a perdu. Bon, eh bien, Ouais, victoire là, de Nadia. Là, tu m'as perdu. Voilà, victoire de Nadia Shérif aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois qu'elle remporte un quiz, Nadia. Non. Ah bon? Oh, comme C'est tu mon es fils, désagréable. d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. La fierté de mon fils, momentanément, mais quand même. Exactement. Pardon, Nadia. Pardon. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. C'est le LGF, le grand forum. On se vendredi 13. Et donc, je vous le rappelle, cette bonne nouvelle apprise il y a quelques minutes en direct à l'antenne par Faiza Ben Mohamed. C'est ces feux qui s'éteignent petit à petit, puisque nous sommes, alors, nous parlons à 35 feux actifs. Il n'y en a plus du côté de la wilaya de Tizi Ouzou, il en reste quelques-uns du côté de Béjaïa, de Skikda, de quelques endroits évidemment ailleurs en Algérie. Pour l'heure, on est donc vers une nette amélioration du côté des incendies en Algérie et dans la région de Kabylie. Évidemment, l'intervention des Canadaires, 2 Français, 2 Espagnols, y ont fortement aidé. Et on voit d'ailleurs des populations ravies de voir ces Canadaires arrivant éteindre les feux les uns après les autres. Donc on est vers une nette amélioration. Et pour autant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé dans une allocution à la nation, à la télévision nationale,
pour exprimer durant 10 minutes des faits. 22 arrestations, nous a-t-il dit. Il nous a confirmé effectivement qu'il y avait 2 Canadair de l'Union. En fait, c'est l'Algérie qui loue en fait des Canadair. C'est un pacte qui a été passé avec l'Union européenne. 2 Canadair de français et 2 Canadair espagnols. Un autre Suisse qui arrivera demain, c'est ce qu'il a dit. Et il a surtout appuyé sur le fait qu'il ne laisserait aucune tentative de division, et il a rappelé à plusieurs reprises l'unité de la nation, peut-être évidemment en lien avec cette histoire terrible de Jamel Ben Smaïn qui, vous le savez, a été torturé puis brûlé vif par des citoyens dans un village en Kabylie. Son père, venant chercher le corps de son fils, a eu cette grandeur et cette sagesse de rappeler à l'unité de la nation, pas de division. Nous sommes tous des Algériens, a-t-il dit. Discours assez ferme que l'on peut qualifier de Abdelmajid Tebboune. Mon cher Pierre, est-ce qu'il fallait qu'il hausse un peu le ton, le président de la République ? Il a jugé nécessaire de le faire. Très bien, moi j'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Et sur le ton de l'intervention du président de la République, simplement je m'interroge. L'Algérie, comme l'ensemble du Maghreb, est soumise depuis de nombreuses années au réchauffement climatique et à de nombreux incendies. Et l'Algérie est un grand pays. Il est étonnant tout de même que ce pays ne soit pas doté de Canadair. Et on peut s'interroger pourquoi. Deuxième élément, je pense que l'Algérie les autorités algériennes ont trop tardé à faire appel à l'aide internationale. Vous savez, un Canadair, avant d'être français, avant d'être suisse, avant d'être espagnol ou avant d'être marocain, c'est d'abord un Canadair. Et ça permet d'éteindre des incendies et ça permet de sauver des vies. Et donc, moi, ce que j'espère surtout, c'est que soit tiré un certain nombre de leçons Il le faudra. De cet épisode tragique, ouais. Parce que je pense aujourd'hui aux familles endeuillées, je pense à ceux et celles qui ont tout perdu là-bas et qui peuvent être très très en colère. Alors j'entends évidemment les appels à l'unité, simplement au bout d'un moment il faut aussi s'interroger sur la responsabilité des autorités et sur le fait qu'un grand pays comme l'Algérie ne soit pas doté des équipements nécessaires pour faire face à de tels événements qui ne manqueront pas, hélas, de se reproduire. Ouais, et tu as raison dans un sens, puisque effectivement la Kabylie en particulier fait face à des feux régulièrement à chaque été. On rappelle, on est dans une zone montagneuse, très sec, avec des températures caniculaires comme en ce moment d'ailleurs, et le vent aussi qui a fait en sorte que les feux s'attisent et se multiplient. Des incendies qui ont vite été qualifiés de criminels par les autorités algériennes. Pour autant, et d'après les informations que je possède, il y a des commandes de 2 Canadair faits par l'Algérie, et il semblerait que donc ces Canadair qui ont été commandés ne soient pas encore arrivés, mais la commande a priori est passée. Il y a eu 2 tentatives de commande de Canadair, l'une en 2004, l'autre en 2014, que les autorités n'ont jamais, de l'époque, n'ont jamais poursuivi. Donc voilà un petit peu où on en est. Effectivement, avec Canadair, ça se commande, mais on n'est pas livré tout de suite. Voilà. 16 ans pour avoir des Canadair, c'est quand même un peu problématique. Oui. Mais enfin bon, moi je laisse aux Algériens et aux Algériennes le soin de poursuivre le débat. Il se déroulera et tu as eu raison également de souligner l'événement atroce qui s'est déroulé avec le lynchage littéral d'un jeune homme dans des circonstances absolument affreuses. Rien, jamais ne peut autoriser de tels actes. Et là aussi, il faudra faire quand même toute la lumière sur cette affaire, parce que
Une enquête est ouverte, hein, Pierre. Une enquête a été ouverte. Hein. Oui, mais enfin, il y a des enquêtes ouvertes qui ne sont jamais fermées. Je crois que celle-ci devra être ouverte véritablement et avec des conclusions claires. Si vous souhaitez évidemment prendre la parole, vous pouvez nous appeler, Nadia, 01 40 33 9000. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour débattre avec Pierre, avec Nadia. Nadia. Tout à fait. Mais moi, là où ça m'interpelle, c'est que peut-être que j'extrapole, hein, mais ce type de situation peut générer un printemps arabe à nouveau, parce que c'est l'étincelle qui fait, malheureusement dans ce cas précis, alors qu'on parle de feu, c'est l'étincelle qui peut faire tourner les choses. Oui, je ne le pense pas, puisque vous avez effectivement... Non, je pense qu'on pense Pierre, mais moi j'en ai... franchement, je ne pense absolument pas que ça puisse déclencher... La situation est terrible en Algérie. On ne peut pas être dans le déni en permanence. La situation, elle est terrible sur le plan sanitaire. Économique, sanitaire... Bah oui, je suis d'accord avec Henri. Pardon, hein, j'arrête de vous couper. Non, la situation est terrible sur le plan sanitaire. Elle est terrible avec ces incendies. À un moment donné, ce grand pays qui est l'Algérie doit se poser quand même un certain nombre de questions. Voilà, et ce n'est pas être dans le déni ou dans l'attaque permanente vis-à-vis de l'Algérie que de souligner qu'il y a tout de même un certain nombre de difficultés majeures dans ce pays, des difficultés qui sont liées à la démocratie, qui sont liées à la corruption et qui sont liées à des choix stratégiques clairs. Voilà. Donc après, aux Algériens et aux Algériennes de décider et de poursuivre le débat. Jamel est avec nous, il va nous donner son avis évidemment au 01 40 33 9000. Jamel, bonjour. Alors bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Moi, je veux juste remettre comment on appelle ça, pas les pendules à l'heure. Je veux juste qu'on se rappelle que la Société Générale, avec la complicité de Cellal, a exfiltré de l'Algérie 300 millions d'euros. Donc, moi, je me rappelle, quand je suis passé au tribunal, j'ai dit, quand j'ai commis mon délit, le procureur m'a repris, m'a dit non, quand tu as commis ton crime, moi, je voudrais juste rappeler à la Société Générale qu'à ce montant-là, c'est un génocide. Parce que si les 300 millions n'avaient pas été volés à la Société Générale, eh ben, on aurait les Canadiens. Et parlons aussi de l'Angleterre, qui a mis une amende au peuple algérien. Il y avait un tanker, pour qui vous savez, et un tanker pour le peuple. Mais ils ont laissé faire, c'est sur l'île Jersey, là où ils détournent l'argent, ils cachent l'argent, c'est volé dans les pays africains. Ils ont osé faire, les Anglais, mettre une amende au peuple algérien de 400 millions d'euros. Bien de 400 millions d'euros. Moi, je voudrais juste dire que l'argent qui est sur les comptes dans l'île Jersey, est-ce qu'ils ont été restitués malgré que, parce que c'était des milliards là, est-ce que malgré que vous avez mis l'amende de 400 millions d'euros au peuple algérien. On peut continuer. La société Sanofi qui a surfacturé de 150 millions. Non, avec tout cet argent, où la complicité des pays européens ont vidé les caisses de l'Algérie. Non, mais attends, on va pas dire merci. Jamel, si je peux me permettre, sur les choses, je pense que pas mal de gens en Algérie, les anciens responsables principalement, n'ont pas attendu les pays européens pour partir à l'étranger, placer leur argent. Là où tu as raison, c'est qu'il y a eu des milliards qui ont été volés dans les caisses de l'Algérie, qui ont été placés ailleurs, et qu'effectivement tout cet argent qui aurait dû profiter au peuple a été placé pour les intérêts personnels de quelques individus qui se sont appropriés les richesses de l'Algérie, ce qui fait qu'aujourd'hui économiquement ça soit un peu plus compliqué. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais moi, quand je vois la charte des droits de l'homme, où on est égaux et tatati, tatata, mais par derrière, c'est quand même les pays européens qui sont fautifs de mettre à genoux constamment l'Afrique. Ils pourraient, quand ils nous c'est un autre débat. Il faut être sérieux. Quand ils nous font la leçon de morale sur leur démocratie, qu'ils aident l'Afrique à s'en sortir, mais qu'ils arrêtent de la piller.
Merci mon Jamel, merci beaucoup à toi en tout cas. Pierre, je sais que tu comprends pas trop, mais là pour le coup c'est vrai que les pays européens, la France a une politique vis-à-vis de l'Afrique qui est un peu à remettre en cause quand même. Hein. On est quand même un peu, on se comporte de temps en temps comme des colonisateurs. Hein. Bah oui, bon Pierre, faut l'admettre. Et bien entendu, l'incurie aujourd'hui des autorités algériennes, c'est la faute du colon. C'est la faute du colonisateur. Non, mais il faut être sérieux. Qui aujourd'hui en Algérie peut, y compris, entendre cela? Ça fait 60 ans que l'indépendance est acquise pour l'Algérie. L'Algérie est un pays formidable, avec des ressources formidables, avec des gens formidables. Et aujourd'hui, c'est une situation catastrophique. Il faut peut-être poser des questions autour de l'orientation politique. Cela n'exclut absolument pas que l'on ouvre les livres du passé et que l'on reconnaisse la faute du colonisateur. Mais ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de situations dramatiques dans le pays, en Algérie, sur le plan sanitaire, sur le plan simplement de l'emploi de la jeunesse, de l'avenir de la jeunesse. Il faut aussi oser en parler sans entrer dans le déni et sans reprendre la même chanson, c'est la faute du colonisateur. Ça ne marche pas. C'est surtout la faute de certains dirigeants qui se sont appropriés les richesses de l'Algérie et qui les ont dilapidées, c'est tout. Voilà, c'est clair. Mourad est avec nous au 01 40 33 9 pile. Bonjour Mourad. Bonjour, excusez-moi de me déranger. Donc, alors vous me dérangez pas Mourad, on est là pour ça mon Mourad. Attends, tu nous appelles d'où Mourad? Je suis de Villeparisis, mais visiblement il y a des personnes en vacances, donc c'est pour ça que je pense que peut-être qu'on les a dérangés pour leur petite sieste. Alors, Mourad, est-ce que tu peux nous donner la température de la voiture? Elle affiche combien là? 32 degrés. 32, bon bah voilà, c'est bon Pierre, 32 à Paris. Oui. Bon Mourad, on t'écoute. Alors moi je voulais revenir simplement sur sur l'auditeur qui est passé précédemment avant. Donc aujourd'hui, je suis d'accord et pas d'accord. Donc je suis d'accord sur le principe qu'à chaque fois c'est jamais nous. Mais le vrai problème, c'est ni le colonisateur, comme vous disiez, ni même l'État. Et quand je dis ni même l'État, parce que M. Tebboune, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, ce monsieur vient juste d'arriver. Il débarque avec un Covid, il débarque avec 8 millions de personnes à l'extérieur qui manifestent tous les vendredis. Peu importe comment et comment il est arrivé, je ne veux pas rentrer dans le débat. Je voulais simplement dire qu'un citoyen a des droits et des devoirs. En Algérie, l'Algérien, et j'en fais partie, on considère qu'on a simplement des droits. On oublie le devoir. Excusez-moi, ici à l'hôpital, quand on va à l'hôpital, si on est à soigner ici, c'est parce qu'on paye des cotisations, il y a des cotisations, il y a des impôts qu'on paye. Ouais. Les richesses de l'Algérie n'ont pas été volées uniquement par les grands, soi-disant, bonnets, mais elles ont été volées. Moi, je me rappelle, en 97, il y avait des investisseurs algériens qui ont soi-disant présenté des projets, mais ils ont pris l'argent, mais ils n'ont rien donné. Le fameux Lancège à qui on a distribué de l'argent à tout va. Pareil, le vrai sujet, il n'est pas là. La structure, en fait, on a un gros problème, c'est un problème de structure. On a de l'argent, on le distribue, mais on ne suit pas, il n'y a pas de suivi. Voilà. C'est intéressant ce que tu nous dis, Mourad. Oui. Comment? C'est intéressant ce que tu nous dis, cher Mourad. Je t'en remercie. Mais le vrai sujet aujourd'hui, est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui? Aujourd'hui, les Algériens ne payent pas d'impôts, que ça soit le petit ou le grand. La subvention, la fameuse subvention pour les produits premiers. La personne qui touche 12 000 dinars en bénéficie comme celui-là qui touche des milliards. C'est pas logique. Il y a toute une structure à refaire dans ce pays. Il n'y a rien qui a été fait. Et ça, ils sont pas conscients. Et puis, si je puis me permettre, Mourad, pour ajouter un petit peu du beurre dans les épinards, c'est que il y a aussi Tebboune, et encore une fois, tu as raison de dire on en pense que l'on veut, mais il y a une administration aujourd'hui qui fait face à effectivement ce pouvoir en place, une administration qui reste dans l'ensemble extrêmement corrompue et qui veulent conserver leurs acquis. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, j'apprends rien à personne. Et il faut faire face à cela. Très simple. Le maire des communes, ouais. Ce maire de 99% des maires d'Algérie sont des anciens professeurs. Qui sont ces professeurs? C'est le peuple. C'est eux les premiers corrompus. Moi, je me rappelle
par exemple, le 5e mandat de Bouteflika, la commune où j'habite, le maire, il a signé 3000, les fameuses signatures de, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, de parrainage. Mais en fait, c'est pourri de tout en bas. Donc, comment on peut demander à Tebboune d'être excellent si nous, de base, on est pourris? Bon, en tout cas, c'est ton avis, mon Mourad. Merci à toi. Voilà, qui met un petit peu un nouveau curseur dans le débat, ma chère Nadia. Pour le coup, c'est intéressant d'écouter nos auditeurs là-dessus. Et moi, tout à fait. Et j'ai une question à propos des Canadaires. Et je voudrais savoir si c'est fake news ou pas. Et d'ailleurs, si on peut répondre. Est-ce qu'il est vrai, et j'ai des origines marocaines, donc attention, c'est pas orienté, mais est-ce qu'il est vrai, j'ai lu que le Maroc avait dit qu'il prêtait main forte si l'Algérie acceptait. Alors, je t'explique. Oui. Alors, le Maroc, le Maroc par un tweet a dit qu'il était prêt à mettre à disposition 2 Canadaires. Voilà. Donc, connaissant un petit peu la tension un petit peu palpable entre les deux pays, voilà, je pense que l'Algérie n'a pas répondu à cet appel. Mais en tout cas, oui, elle l'a fait via un tweet et un communiqué aussi d'ailleurs du Palais Royal. Donc exigeant donc de la part du roi de mettre à disposition si l'Algérie en faisait la demande et en avait besoin. Bon, c'est un petit peu comme si tu me sais un petit peu dans le au bord de la faillite et que tu sais que j'ai besoin d'argent, tu me dis bon, si tu veux, j'ai 2000 €, je te les prête, quoi. Bon, après chacun se voit voilà. National quand même, je suis pas orienté. Par contre, chose que je dois dire, et ça que c'est un fait que tout le monde peut vérifier. Je n'ai pas encore une fois une position anti-marocaine ou quoi, ok, n'y voyez rien de cela, c'est juste un fait. Le seul pays à n'a pas avoir présenté ses condoléances, c'est le Maroc. Bah écoute, voilà, non mais je donne juste un fait. Après, chacun en fait ce qu'il veut, mais on rappelle quand même qu'il y a des relations un petit peu tendues, vous l'avez compris. Nous sommes avec qui d'ailleurs? Bonjour. Allô, oui, bonjour Christophe. Bonjour, ton prénom? Allô. Ton prénom? C'est Mohamed. Mohamed, tu nous appelles d'où, Mohamed? De Caen, de Calvados. Ah, dans le Calvados. Combien il fait là-bas, la température? Ah, il fait dans les 23, 24. Hein. Ah, bah, comme chez Pierre, on est bien là-bas à Caen. Bon, c'est là qu'il faut aller, c'est ça. Bon, alors on t'écoute, Mohamed. Oui, ce que j'ai envie de dire un peu plus, ce qu'il a développé un de vos auditeurs, oui. Que la France a payé de l'Algérie dans les 15 dernières années, même on peut dire 20 ans, presque 2200 milliards d'euros qu'ils ont profité de l'Algérie. Alors c'est-à-dire, Mohamed, c'est-à-dire parce que c'est bon, j'entends. C'est-à-dire que la France a aidé tous les hommes politiques algériens pour voler, ils ont facilité la tâche pour inviter en France. C'est la France qui a mis le système de la corruption pour qu'il arrive à gérer ces gens-là à distance, de prix et de loin. D'accord, donc tu veux dire que c'est la France qui menait un petit peu la... Mohamed, c'est la France qui, selon toi, menait la politique en Algérie à faciliter à la corruption de ces individus qui étaient à la tête du pouvoir. Oui, je vous développe ça. Je vais vous développer tout ça. Regarde, à l'époque on n'a pas toute l'émission non plus. Cahuzac, il avait son argent en Suisse. Oui. Ils l'ont couru derrière lui. Ils l'ont jugé. Ils l'ont condamné. Ils l'ont fait payer une amende et tout va bien pour eux. Mais pour les hommes politiques algériens ou africains qui rapportent des valises à l'aéroport, ils sont reçus par le tapis rouge et quand ils vont acheter des appartements qui dépassent 300 000, 400 000 euros, ils ne se demandent jamais d'où ça vient d'argent. Ouais, mais il a pas tort, Pierre, Mohamed, là, pour le coup. Il a pas tort. Parce que les histoires de valises de dirigeants africains, pas qu'algériens, venant en France, achetant des biens en liquide, ça a été fait. On le sait, quoi. Oui, enfin... oui, bah quoi de là à aller expliquer que finalement, c'est la France qui est à la tête d'un système de corruption généralisée tu n'y crois pas? C'est tout simplement honteux de les dire une chose pareille. Et on a le droit de se promener avec un bandeau sur les yeux. Bon, si on n'a pas une certaine dextérité, on finit. Alors, je te coupe, mon Pierre, parce qu'on a la pub, je suis désolé. On y revient dans un instant avec vos appels au 01 40 39 000, à tout de suite. France Maghreb 2.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum, votre émission, l'authenticité. Méfiez-vous des imitations, c'est tous les jours de 16h à 18h avec aujourd'hui autour de cette table Gamal Abina, Monsieur Karim Alouache, notre banquier d'affaires, revenu tout fraîchement de vacances et en pleine forme. On est de retour pour cette dernière semaine du LGF avant les vacances, parce que nous aussi, il faut qu'on parte un peu quand même. Hein. On a cravaché tout l'été, les amis. Hein. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé en Algérie la semaine dernière avec ces incendies meurtriers, ces incendies qui ont fait 90 morts selon le dernier bilan officiel. Et bien entendu, cette affaire atroce de ce lynchage de Jamel Ben Smaïn en Algérie, de ses besoins considérables, bien entendu, de ces familles de victimes, de gens qui ont tout perdu dans une trentaine de wilayas où les feux ont donc ravagé une grande partie du nord de l'Algérie. Ayons de penser aussi maintenant, puisque ces feux sont un petit peu partout sur la planète, et aussi chez nos amis marocains qui connaissent aussi des incendies depuis hier dans le nord du Maroc. Voilà, donc Karim Alouache, tu étais loin, tu as regardé ça de loin. Bah, écoute, moi j'ai vu beaucoup de choses de loin, mais j'ai vu les incendies en Grèce, puisque j'étais sur l'île de Rhodes et il y avait des incendies. Ouais. Et une toute petite île, hein, c'est une île qui fait à peu près 74 km de long. La Grèce, c'est pas un pays non plus économiquement au top. Hein. Si vous vous souvenez, il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, la faillite grecque, etc. Même si le PIB grec, c'est comme les icebergs, c'est plus caché que visible. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que les pays européens n'ont jamais eu de défiance vis-à-vis de la Grèce. Mais j'ai vu qu'une petite île, il y avait des incendies, ils avaient 3 hélicoptères, un Canadair. C'était impressionnant. Hein. Ouais. Et ils ont maîtrisé le truc assez rapidement. Et puis de l'autre côté, j'ai vu des feux qui prenaient de partout. Partout. On m'a dit 50, 60, 70 départs de feu simultanés. Ouais, ça... Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'avant de faire de la polémique, avant de discuter, ce qu'il faut, c'est sauver son peuple. C'est ça l'urgence. Et après, on discutera des moyens, de la manière, faire le bilan. Il y a beaucoup de pays, la France est comme ça, c'est un pays où on aime bien faire le bilan avant de gérer le problème. Ouais, c'est clair. On fera le bilan après. Ce que je vois, c'est que moi, sur mon île, 0 mort. J'ai même eu l'impression qu'il n'y avait pas d'incendie, mais très peu de victimes, alors que les incendies étaient quand même colossaux en Grèce. Oui, c'est clair. Et en Algérie, 70 morts, encore officiels, je pense. 90. Moi, j'avais eu 90 morts, mais moi, j'avais eu des chiffres à 150, 160. Oui, après, des chiffres farfelus. On ne saura jamais, mais des gens j'ai vu une image de 2 jeunes filles mortes auprès de leur maman carbonisée, mais des femmes, quoi, des femmes adultes. Ça, c'est pas acceptable. Alors, il y avait d'abord la crise, l'oxygène. Je comprends pas qu'une puissance comme ça ne puisse pas fournir de l'oxygène à ses citoyens et qu'on puisse mourir de raisons dont on n'a pas raison, en fait, de mourir. Pardonnez-moi l'expression. C'est ce qui me scandalise. Et un jour, c'est des dizaines de vies. Donc, on peut pas attendre avant de dire je demande ou je demande. Je demande les moyens, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient, de sauver les vies de mon peuple, tout simplement. Ouais, et après, on discutera, et après, on fera de la politique. Et moi, c'est ce qui m'a choqué. La deuxième chose, d'ailleurs, on a eu la preuve, dès que les Canadiens sont arrivés, ça a été rapidement maîtrisé. Sûr. Il y a aussi un partage d'expérience et autres. La deuxième chose qui m'exaspère, c'est quand on voit la politique se mêler de ça. C'est un peu comme l'affaire, comme le Covid, le vaccin, etc. C'est pas supportable parce que ceux qui sont en train de mourir, eux, ils n'ont pas le temps de discuter et d'attendre tout simplement. Et j'espère qu'on va sortir de tout ça. La deuxième chose, c'est la folie du peuple. Ce jeune homme qui a été lynché, livré, brûlé, c'est d'une... Enfin, il n'y a même pas de mots pour définir. Moi, d'abord j'ai refusé j'ai pas accepté de regarder ces images, je veux pas voir ça parce que le pire c'est que ça a quand même été filmé quoi. Ouais. Et moi je me dis quand on en arrive à ce niveau-là, 36 arrestations. Quand on en arrive à ce niveau-là, il faut vraiment se poser des questions, c'est jusqu'où on va aller quoi. Je veux dire c'est impensable, je pense à la famille à laquelle je présente, et toutes les victimes, d'ailleurs algériennes, hein, et je dis bien algériennes, bien sûr. Parce que moi je refuse de rentrer dans le régionalisme. L'Algérie est une et unique et une seule. Absolument. Et il faut arrêter cette division. On peut parler de région lorsqu'on parle de culture, et ça c'est une plus-value, c'est un enrichissement, mais lorsqu'on est face à la difficulté, un peuple, on est un et un seul, et
il faut que l'Algérie maintenant l'Algérie n'a pas d'autre choix que de sortir. Sinon, l'Algérie va brûler, va finir en cendres, comme la Syrie, comme la Libye, comme je ne sais pas quel autre pays, et tout va s'embraser. Je suis vraiment triste de voir ce pays dans cet état, le pays pour lequel mes parents ont combattu, le pays pour lequel ma maman a fait de la prison, le pays pour lequel mon père, Yarahmoun, paix à son âme, a vécu dans la clandestinité, recherché par toutes les autorités françaises, parce qu'il menait le combat en France et qu'il fallait de l'argent en fait, pour combattre. Je me rends compte qu'aujourd'hui, l'Algérie dans laquelle j'ai été élevé, c'est l'Algérie de mes parents, et force est de constater que c'était la France. Et je discutais avec ma maman au téléphone qui me disait, si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas acceptable. Moi, j'ai de la famille. Ma mère me disait, est-ce que la maison là-bas est encore intacte? En pleine Kabylie, Tifra. J'en sais rien. C'est pas important le matériel. C'est tout ce qui a été fait autour. Les exploitations, les agriculteurs, les oliviers, les gens qui n'ont pas grand-chose. Il faut arrêter. Une fois, j'ai croyé quelqu'un qui me dit « Ouais, l'État algérien donne des appartements gratuitement. » Je leur dis « Mais vous croyez que c'est Dallas, l'Algérie, l'Eldorado ?» Non, je crois que là, on a dépassé un cap. Et il faut que ça change maintenant. Il faut que ça change. Et je le redis, moi, je suis prêt à participer à la nouvelle Algérie, bénévolement. Je n'attends pas de l'Algérie qu'elle me donne à manger. L'Algérie m'a jamais rien donné jusqu'à présent. Et je n'attends rien. Et je remercie mes parents de m'avoir fait naître en France. Je pense que c'est un grand sacrifice pour eux et je le dis pour tous les enfants issus de l'immigration et des premières vagues, c'est-à-dire des années 50, 60. Nos parents sont des héros et il faut les respecter en tant que tels parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire et au sacrifice de beaucoup de choses. Moi, je suis prêt à contribuer à une nouvelle Algérie, une Algérie démocratique, mais aussi une Algérie sécurisée, pour ne pas laisser rentrer d'autres dictateurs, pour ne pas laisser s'installer d'autres formes de dictature. Et je plains le peuple qui je pense, psychologiquement, est gravement atteint, puisque pour commettre un tel acte, ça veut dire que ce jeune homme, je dirais, c'est même pas faire la loi soi-même, c'est faire exploser comme une cocotte minute, à un niveau de barbarie. J'imagine si demain le peuple est comme ça livré à lui-même ce qui peut se passer. Karim, réponse cet après-midi, le chef de l'État a annoncé à la télévision algérienne indemniser toutes les familles de victimes à hauteur de 1 million de dinars, ce qui correspond à peu près à $7 400 par famille. Évidemment, ce n'est qu'une petite somme qui viendra peut-être essayer d'accompagner toutes ces personnes qui ont perdu des membres de leur famille, ce qui ne les fera pas revenir bien entendu, mais bon, le geste était à signaler. Nous sommes à Gamal avec le docteur Majid Sehosine. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Quand vous entendez Karim Alouache ici présent nous faire un petit bilan assez sinistre de ce qui se passe selon lui évidemment en Algérie, docteur, quelle est votre réaction? La situation de l'Algérie, on le voit bien depuis quelques années, se dégrade petit à petit avec la valeur du cours du pétrole. Aujourd'hui, on constate assez facilement que, si on veut employer la phrase de Warren Buffett, qui disait que c'est quand la marée basse qu'on voit ceux qui n'ont pas de slip. On a acheté beaucoup de MiG-29, on a acheté beaucoup de Sukhoi, on a peut-être pas acheté assez de Canadair, on a peut-être pas assez équipé les hôpitaux publics. Certaines choses étaient imprévisibles, l'épidémie du Covid-19 était imprévisible, et en revanche les incendies et les feux de forêt, quant à eux, étaient prévisibles parce qu'il y en a tous les ans depuis toujours, depuis que je suis tout petit, je m'en souviens très bien en Kabylie. On constate malheureusement que l'Algérie est fragile puisque il y a quand même, en dehors des incendies, on voit qu'il y a des étincelles qui peuvent partir très facilement avec la question du régionalisme. Alors qui attise les braises sur ces feux-là, je sais pas très bien, moi je rentre pas dans les théories du complot, mais on constate quand même qu'il y a des risques de bascule et que là il faut être extrêmement vigilant et rappeler les fondamentaux, que du sud au nord, de l'est à l'ouest, il y a qu'un seul pays, l'Algérie et les Algériens, même si il peut y avoir diverses langues
que parler. Ça doit pas entrer en ligne de compte pour séparer des gens qui ont plus de choses en commun que de choses qui les séparent. Ça doit être une richesse, docteur. Tout à fait. Justement, on n'est pas à l'heure du bilan, mais par contre, peut-être aussi au niveau des besoins, docteur Estan. Ça, d'ailleurs, que vous intervenez aujourd'hui. Les besoins aujourd'hui, quels sont-ils réellement ? Alors, il y a les besoins qui étaient. Alors, il faut comprendre quand même que les incendies sont venus se surajouter à la crise primaire, qui était la crise du Covid. Oui. L'Algérie n'avait pas besoin de ça, malheureusement. Le pays était déjà débordé par les patients atteints du Covid, avec des hôpitaux qui n'étaient pas en mesure de répondre à la demande, notamment en oxygène. Ouais. Et on a vu qu'il y a eu un grand mouvement de solidarité qui s'est organisé de la part des citoyens des deux rives, aussi des industriels, qui ont permis d'équiper certains hôpitaux de générateurs d'oxygène et d'importer dans des quantités malheureusement insuffisantes des concentrateurs en oxygène, concentrateurs qui apportent quand même, il faut le noter, des volumes qui sont relativement faibles parce que c'est du 5 à 10 litres et pas plus. Il y avait surtout une grosse pénurie d'oxygène liquide pour les formes les plus sévères et de problèmes de place d'admission en réanimation. Donc il y a tous ces besoins-là qui existaient, sans compter les traitements et les médicaments. On sait qu'il y a une pénurie d'anticoagulants, on sait qu'il y a des pénuries d'antibiotiques, on sait qu'il y a des pénuries de consommables pour la prise en charge du Covid et que tout simplement il y a des pénuries de lits, que dans certaines régions on a fait des espèces d'hôpitaux de campagne de fortune avec des barnums pour accueillir les malades en grand nombre. Et les incendies sont venus se surajouter. Il y a très peu dans le nord de l'Algérie, il y a deux grands centres de prise en charge des brûlés. Il y a l'hôpital de Douaira qui est dans la grande banlieue d'Alger, dans la wilaya de Tipaza, et il y a la clinique Pasteur à Alger qui prend en charge les brûlés. Donc ces établissements manquent de pansements, manquent de cathéters, manquent de matériel pour faire les greffes, manquent de lits, manque d'antibiotiques, manque de solutés de perfusion, manque de topiques, de ces pansements modernes qui fait qu'on peut prendre en charge les brûlés de manière adaptée. Et puis il y a aussi les besoins qui sont les besoins pour les populations, c'est-à-dire les couvertures, les frigidaires. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a des villages qui ont été détruits avec des gens qui ont perdu tous leurs biens. Donc il y a un immense moment de solidarité. On a fourni de l'eau, des médicaments, il manque des produits de toilette, il manque des lits, des matelas. Et puis il faudra penser bien sûr à la construction. Donc vous annonciez la prime d'1 million de dinars. C'est beaucoup et c'est rien du tout pour reconstruire une maison quand elle a brûlé. Bien sûr, voilà, c'est une information que je donne sans la commenter derrière, à chacun sa réserve. Gamal. Je pense que ce qui se passe en Algérie aujourd'hui a apporté deux choses. D'abord, bonjour docteur Magic, que je connais bien. Donc, merci pour l'intervention. Donc il y a une chose qui est révélatrice, c'est les incapacités structurelles par rapport à ces questions d'incendie. Ça fait des années qu'on parle d'incendie dans les régions les plus belles en plus d'Algérie, côtières, et des années que l'Algérie n'a pas jugé bon d'acheter des Canadair, ou au moins de s'équiper, ou de construire, bref, de faire une solution. Il y en a 8 de commander, sachez-le. Oui, mais c'est trop tard. C'est pas maintenant qu'ils auraient dû commander, c'était il y a 20 ans. Donc ça c'est une faute politique indiscutable puisque on perd à peu près, on paye 13 milliards par an de capacité militaire. On achète beaucoup de matériel militaire russe, mais par contre on n'a pas acheté des Canadair russes qui ont une capacité de transport d'eau très importante. Ensuite, deuxième chose, par rapport à ces fragilités structurelles, c'est vrai qu'on a le sentiment à la fois qu'il y a de la trahison de la part des élites et en même temps de l'incapacité chronique. C'est-à-dire que tous ces phénomènes sont parfaitement anticipables. On n'est pas surpris. Le réchauffement climatique induit une augmentation des températures moyennes de 1,5 degré. On le sait. On sait que les feux peuvent arriver. On sait qu'il peut y avoir des exactions. On sait qu'il peut y avoir des actes criminels, puisque là, en l'occurrence, il semblerait établi que ce soit des actions qui ont été volontaires et coordonnées. On sait aussi qu'il y a des dérives dans une période aussi dure par rapport au Covid. On sait que les gens sont à vif. On a assisté à un acte de barbarie inqualifiable de la part de certains éléments racistes, j'utilise le terme à dessein, des gens qui n'étaient pas nécessairement kabyles d'ailleurs, qui ont voulu se venger d'une personne pour des raisons qui étaient les pires, à la fois les incendies et en même temps des propos qui n'étaient pas acceptables. Et l'Algérie a bien réagi parce que tous les Algériens ont dit d'une seule fois, comme le père de la victime, nous n'acceptons pas la division parce que nous sommes tous Algériens et c'est un grand bravo à cet homme digne. Mais on sait aussi que sur un terreau défavorable, les idées peuvent pulluler, les complots de tout genre, enfin toutes ces choses un petit peu rances qu'on connaît. On parle beaucoup de Maroc en ce moment, d'Israël, on fait l'obsession. On essaie de rejeter la faute à l'extérieur. L'obsession, pardon Gamal, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères israélien qui est venu menacer l'Algérie en temps marocaine. Et il le fait tout le temps. Ça, c'est un fait. Mais il le fait tout le temps, c'est pas une surprise. Aller au bout de vos analyses, c'est important aussi. C'est un ennemi de l'Algérie, il n'y a pas de problème, mais c'est pas lui le problème. Lui, il fait son travail de sioniste. Le problème, c'est que les Algériens ne font pas leur travail d'Algériens. C'est-à-dire que quand on a un pays qui est fragilisé économiquement, alors qu'il a une potentialité extraordinaire de développement, je rappelle tout de même que le pétrole, aujourd'hui, on parle de crise, est à $70 le baril de pétrole. Le pays n'est pas en crise économique, il n'y a pas de crise de liquidité. Ce n'est pas la Tunisie ou le Maroc. Et pour autant,
on se retrouve à faire soit acheter la population en donnant de l'argent par des dispositifs comme ça de dons directs, soit ne pas investir dans l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Déjà, ça empêcher les feux de forêt. On a besoin de ces forêts parce qu'on a besoin d'agriculture, on a besoin de toutes ces choses-là. Il y a quand même beaucoup de régions qui ont des les feux de forêt, il y en a partout, Gamal, dans tous les gestion, pays. Oui, la gestion des feux de forêt n'a pas été. Comment vous empêchez les feux de forêt? Simplement. J'aime beaucoup vous écouter, mais bon, ça. Je vais te répondre immédiatement. Ouais. Une flotte de Canadair efficace avec la protection civile, ça marche. La Turquie n'en a pas, hein, ça a choqué personne. Si, c'est choquant. Si, c'est choquant. D'abord, ils en ont. Non, d'abord, ils ont des Canadiens. Non, ils en ont pas. Je peux vérifier. Quand bien même ils n'en auraient pas, est-ce que c'est un exemple, la Turquie? Non, mais voilà. C'est un exemple, d'accord. Non, mais moi, je pense que tous les pays tous les pays qui ne sont pas équipés, et là, on parle d'écologie, on parle même pas de bon sens d'écologie. Tous les pays qui ne sont pas équipés d'une flotte au moins d'une trentaine de Canadair sont des pays irresponsables, c'est clair. Mais juste pour compléter, d'abord, il y a une chose qu'il faut dire. Le prix d'équilibre du baril de pétrole pour l'Algérie, c'est $40. Absolument. D'accord. Et qui décompte. Voilà. Depuis, je regardais les derniers cours. Le pétrole en ce moment, il flambe. Hein. Il tourne autour de 70 et il est monté à $78. Absolument. Pourtant, les réserves algériennes continuent de fondre comme neige au soleil. Les réserves de change. Voilà. T'es trop banquier. Voilà. Non, mais c'est vulgarise au public. C'est la réalité. D'argent. Donc, ça veut dire que l'Algérie devrait, je dis bien devrait, avoir les moyens de se développer, d'être équipé. En tout cas, il y a de l'argent. Moi, je crois que le cancer de l'Algérie, c'est le pétrole. Et quand on est dans une économie de rente, eh bien, on ne travaille pas. Et on ne travaille pas, on ne développe pas, on ne se pose pas les bonnes questions. Moi, il y a une chose qui m'exaspère, et pardonnez-moi si je me trompe ou si je choque. Il y en a marre d'aller chercher des explications ailleurs. L'Algérie est responsable elle-même et seule de ce qui se passe en Algérie. Il faut arrêter de regarder chez les voisins quand on a un peuple qui crève, quand on a un peuple qui meurt asphyxié, quand on a un peuple qui meurt brûlé, quand on a un peuple qui meurt noyé sur des bouées par des dizaines de milliers de jeunes, quand on a un peuple qui à 90% souhaite qu'une chose, c'est quitter ce pays-là, il faut se poser à un moment donné. Tu sors d'où ces chiffres, tes sources, Karim? Et moi, je vais vous dire. Tes sources, Karim. Non, c'est important ce que tu dis, tes sources. Non, mais tu peux pas dire que 90% des jeunes veulent quitter l'Algérie, c'est pas vrai, Karim. 100% des jeunes étudiants que j'aide en France. Oui, voilà, des étudiants que tu as en France. 100%. D'accord. Ça représente pas la majorité des Algériens. Écoute, et de la jeunesse. C'est vrai qu'il n'y a pas de sondage en Algérie. Non, mais Karim, je veux bien tout entendre, mais il y a un moment quand même, il faut faire attention à ce qu'on dit. Là, c'est la réalité et on oui, c'est ta réalité. C'est peut-être pas forcément la réalité. Alors, c'est peut-être ma réalité. Oui. Mais tous ceux qui écoutent aujourd'hui le savent pertinemment. Et d'ailleurs, les gens aisés en Algérie, la première chose qu'ils font, c'est obtenir une nationalité, la nationalité française qui est le Graal. Non, c'est américaine. Ou américaine, non, mais surtout française. Non, surtout américaine, ils vont tous aux États-Unis. Et quand tu leur parles et quand je leur dis, mais pourquoi vous êtes français alors que vous prônez la reconnaissance, la colonisation, etc., ils me disent, non, mais c'est juste pour voyager. Et mon œil, on achète des biens avec à l'argent. Dis donc, enfin, bon, je me prononcerai pas sur la qualité de l'argent, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, et moi, je veux pas faire de politique Maghreb. Je vais vous dire une chose. À chaque fois, on dit oui, le Maroc, c'est le Maroc, ça. Dans de nombreuses familles maghrébines en France, il y a de la mixité. Moi, je suis désolé. J'ai des neveux qui sont tunisiens et j'ai des neveux qui sont marocains. Je vais pas leur dire t'es bien, t'es mal, t'es ceci, t'es cela. Cette division, aujourd'hui, elle ne règle pas les problèmes de l'Algérie. Et quand vous avez faim, quand vous avez froid, quand vous avez besoin d'oxygène ou quand vous êtes en train de brûler, on s'en fout d'où vient l'oxygène, on s'en fout d'où vient la nourriture. L'essentiel, pour moi, un grand homme, un grand chef d'État, c'est celui qui donne une seule priorité, son peuple. Docteur, voilà, ils sont bavards, hein, vous avez vu, hein, il y avait j'entends, j'écoute avec attention. Oui. Désolé, mais on est passionné. C'est la passion qui les emporte. Voilà, c'est ça, c'est la passion, vous avez compris, docteur, c'est ça. Vrai. Alors, soyons pratiques, docteur. Comment fait-on maintenant pour venir vous aider, puisque je crois que faites partie d'un collectif, vous êtes tous rassemblés pour essayer de venir aider justement le peuple, hein. On fera de la politique et du bilan après. Tout à fait. On a constitué un groupement d'achat depuis plusieurs semaines déjà pour l'importation de concentrateurs d'oxygène en fédérant divers collectifs et diverses associations, des associations de villages, des associations, et on travaille en partenariat avec des associations de l'autre côté de la Méditerranée qui peuvent distribuer ensuite ces produits. Et donc on travaille déjà sur la question du Covid et on est en train d'importer près de 800 concentrateurs directement de Chine auprès d'un producteur pour les acheminer en Algérie. Il y a une
première quantité qui est déjà en route, il y en a d'autres qui suivent. Et on s'est aussi mobilisé dans le cadre de cette crise des brûlures et on distribue déjà des produits dans les régions qui ont été touchées, dans les hôpitaux de Douera et la clinique Pasteur. Et là, on vient de recevoir, ce matin, on a reçu de la part du chef de service de l'hôpital de Douera la liste de ses besoins exprimés sur du matériel très technique pour la prise en charge des brûlés, c'est-à-dire des dermatomes pour faire de la greffe de peau, enfin des pansements très particuliers, Docteur, il y a un site des moyens pour essayer de trouver des voies veineuses. Et donc, on a lancé une collecte et donc les bonnes volontés sont invitées à verser ce qu'elles peuvent en fonction de leurs moyens. Mais où sur solimed.net. Faut donner la collecte, monsieur docteur. Solimed.net. Sur solimed.net, vous avez un lien, c'est sécurisé, c'est par PayPal et les dons profiteront directement aux hôpitaux, aux malades et aux gens qui sont victimes dans les territoires différents. Qu'est-ce qui garantit aux donateurs que le matériel arrive bien à bon port? C'est important. Moi, je ne vous cache pas, docteur. Qui a été créée en 1994 et qui a derrière elle une très longue histoire, qui a déjà intervenu sur les séismes, qui a fait des caravanes avec des médecins dans les régions isolées du pays, qui a fait de la formation en Algérie, donc son histoire parle déjà pour elle. Et je crois qu'on n'a jamais pu reprocher le détournement de quelques euros. Non, mais c'est pas un quelconque reproche, docteur, mais pardonnez-moi, moi personnellement, à titre personnel, je le dis vraiment publiquement, j'ai refusé beaucoup de collectes parce que je n'ai pas la garantie. Et je ne peux pas induire mes auditeurs et auditrices en erreur tant que je n'ai pas une garantie certaine. Il suffit qu'ils cherchent sur Internet. Il y a eu énormément de tromperies, y compris en ce moment. Malheureusement, avec du matériel qui était attrapé à l'arrivée, qui était revendu au marché noir, du matériel qui n'arrivait pas à bon port, ou parce que telle ou telle personne souhaitait alimenter son village ou sa ville. Voilà, ce sont des petits thèmes auxquels on a assisté. Je dis pas que c'est votre cas, docteur, attention. Oui, mais sûrement pas parce que je recommande la plus grande prudence. On n'a pas ce genre de besoin. Enfin, la plupart des membres de l'association sont des gens qui sont quand même relativement aisés, qui sont je sais bien, docteur. Je vous dis qu'en 1994, c'est pas hier. Oui, bien sûr. C'est une très vieille association qui a déjà fait ses preuves. Il y a d'autres associations avec un historique important qui ont trompé aussi des gens, docteur. C'est pas forcément un argument pour le coup. Pour dire, Christophe, il suffit de taper sur Internet, des recherches. Non, mais je sais bien. Et c'est des gens, effectivement, bon, je connais bien le docteur Majid Hossein. Ça fait longtemps qu'il est inscrit sur les questions algériennes. Ils font un travail sérieux, ils sont structurés, organisés. C'est des gens vraiment compétents et surtout, c'est des gens qui ont à cœur le bien-être de l'Algérie. C'est pas des gens qui font semblant. Moi, j'avais une question à vous poser. Rapidement, parce qu'on a un autre invité juste derrière. Moi, j'avais juste une question à vous poser parce que où j'étais en vacances, il y avait une jeune infirmière. Alors, elle a 3 nationalités, française, algérienne et tunisienne. Bah oui, c'est la France, c'est très bien. Et elle me posait la question, elle me dit, moi j'ai envie de partir en Algérie, je suis infirmière, donc je voudrais partir en Algérie, aider, collaborer, parce que je pense qu'aussi ils ont besoin de main d'œuvre. Et on sait à quel point les infirmières sont importantes. Et là, il faut du nombre. C'est possible, docteur, ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas? C'est très compliqué d'une part parce qu'il y a très peu de vols. D'autre part parce que pour exercer en Algérie, il y a des conditions d'exercice. Ils sont très chatouilleux sur ça. Et à dire vrai, l'Algérie ne réclame pas des praticiens. Elle estime avoir, ce qui est assez vrai, globalement, même si des retours d'expérience pourraient être utiles, ne réclame pas des praticiens. Ils acceptent déjà avec le bout des doigts, on a bien vu les barrages qui ont pu avoir lieu, l'aide quand elle vient de l'étranger. Ils l'acceptent d'une certaine mesure quand ça vient de la part de nationaux. Et moi, je sais que j'ai quelques souvenirs où on avait été faire des caravanes il y a plus de 15 ans, et où on a vu des problèmes pour faire travailler des praticiens qui étaient français, franco-français. Là, ils sont algériens. C'est des binationaux. Oui, mais ils sont algériens. T'expliques la difficulté. Docteur, je suis désolé. Les conditions de transport sont très compliquées. Il y a une association à Lyon qui a essayé de faire partir un vol avec des praticiens. Il y avait un appel à la coopération et je crois avoir compris que le vol avait été annulé par Air Algérie. Donc d'accord. C'est pour vous dire. Bon, alors il vaut mieux concentrer évidemment son aide ici, docteur. Solimed.net. Merci beaucoup en tout cas, docteur Majid Hossein. À très bientôt dans un instant. Autre invité, psychiatre. C'est le docteur Ben Yamina qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Karim Alouache, avec Gamal Abina et nous parlons évidemment de l'Algérie, des besoins. Nous étions il y a quelques instants avec le docteur Majid Hossein et nous sommes maintenant avec le psychiatre. Avec nous Amine Ben Yamina, bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2, vous êtes psychiatre, c'est ça? Je suis psychiatre et hospitalier à l'Assistance publique et je suis professeur à l'Université Paris-Saclay.
Très bien. Alors, on parlait des besoins avec votre confrère Majid Sihossine, bien entendu. Il manque de tout, hein, c'est clair, pour venir en aide au peuple, évidemment, suite aux incendies, mais aussi au Covid, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a encore du Covid en Algérie et qu'il y a encore des problèmes d'oxygène, docteur. Oui, j'ai envie de dire que l'Algérie vit double, voire une triple peine. Une situation catastrophique. Nous étions en pleine poussée d'une vague dont on n'attra plus le numéro actuellement en Algérie, avec une vague du Covid, avec des capacités de prise en charge en aigu à la fois sur les protocoles et sur l'oxygène thérapie qui est des difficultés à couvrir l'ensemble du territoire, autant sur le littoral que à l'intérieur du pays. On avait aussi également des difficultés en Algérie depuis quelque temps sur la disponibilité de l'eau, tout simplement. Évidemment, c'est la base évidemment pour les problématiques d'hygiène et de contamination aussi. Et puis, ça arrive en pleine canicule, puisqu'on sait que le nord du Maghreb vit une période caniculaire absolument gravissime. Donc l'Algérie vit vraiment un triple drame. C'est la raison pour laquelle les besoins sont de toute nature. Ce sont des besoins matériels, des besoins d'expertise, des besoins d'aide, de logistique. Tout est bon pour pouvoir aider nos compatriotes à pouvoir sortir de cette période qui est à la fois douloureuse pour nous qui sommes à l'étranger et douloureuse pour eux, beaucoup pour qui se retrouvent coincés et qui voient des proches et des gens chers à leurs yeux disparaître, j'ai envie de dire, pratiquement tous les jours. Gamal, docteur Benyamina est avec nous, Amin Benyamina, psychiatre, bien entendu. Petite question à poser à notre docteur. Oui, j'ai une question qui est plutôt technique. Hein. Là, je vais déborder un peu le cadre de la seule problématique algérienne en termes de gestion de la crise. J'ai du mal à comprendre comment, quand on voit la qualité des médecins algériens qui évoluent en France, et ils sont vraiment exceptionnels. Je vous le garantis, j'en ai beaucoup d'amis médecins. Ils ont vraiment de belles compétences, ils apportent des choses, enfin c'est impressionnant. Et je ne comprends pas, alors que les murs existent là-bas, les hôpitaux existent, comment on n'est pas en mesure, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure, enfin je comprends pas, c'est une fausse grandeur, hein, je vous fais ça, mais c'est pour que vous répondiez. Pourquoi on n'est pas en mesure de se mettre d'accord et tout, c'était l'an extraordinaire de solidarité de médecins qui ferait une sorte de symposium, de conférence, au cours de laquelle il dirait, voilà, on va mettre le fondement, les bases d'un hôpital moderne algérien avec de la contribution des médecins étrangers pour faire en sorte que non seulement le niveau monte là-bas, mais que les équipements arrivent et qu'il y ait une sorte de régulation du système de santé qui a toujours été calamiteux. Pourquoi on n'est pas capable de fédérer toute cette force extraordinaire que sont ces médecins algériens? 15 000 en France, c'est pas rien tout de même. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Est-ce qu'il serait pas intéressant de convoquer ce genre de grandes conférences pour avoir un rapport de force favorable face au gouvernement, une réponse favorable et un changement radical du traitement des malades en Algérie? Alors écoutez, c'est une question importante qu'on se pose toujours. Alors je vais simplement faire une petite correction, et je pense que vous le savez autant que moi. Je vous remercie de dire que nous sommes compétents, mais la plupart de ceux qui sont compétents en France ont été formés en Algérie. Bien sûr. Et que nos collègues de l'autre côté sont de très bons médecins. C'est de cela dont je parlais, excusez-moi, c'est bien de cela dont je parlais. Non, j'entends bien, ce sont des médecins de grande qualité, qui se donnent à fond, et qui se donnent encore un peu plus dans un système qui est difficile, qui est inorganisé. L'Algérie vit, autant dans la médecine que dans d'autres domaines, des problèmes de structure, d'organisation et de cohérence, et finalement, d'articulation entre les différentes strates qui font qu'un système est cohérent. C'est là où le bas blesse. C'est de l'organisation, de la logistique, de l'information. Ce n'est pas l'acte en lui-même et la compétence qui pose problème, mais la manière avec laquelle cet acte arrive finalement à ses fins, c'est-à-dire à soigner, à sauver des vies. On voit souvent des miracles faits parce qu'on a un praticien qui tout seul arrive à sauver une personne. Mais ce praticien a besoin de l'ambulancier, a besoin de la logistique, a besoin d'un ordinateur, d'un aide-soignant, a besoin d'une ponctualité, a besoin d'un système de l'extérieur, a besoin d'un SAMU, vous voyez ce que je veux dire, a besoin d'avoir un inventaire des produits. C'est tout ça qui fait qu'un système est cohérent, il ne l'est pas. Force est de constater qu'en Algérie actuellement, le système n'est pas cohérent. On a construit des murs, on a construit des hôpitaux. Alors, je prends un exemple tout simple. Je suis chef de service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Pogosa Villejuif et je suis professeur de médecine, je préside la Fédération française d'addictologie. J'ai été sollicité par mes collègues et par la Commission, la l'Union européenne pour aider mes collègues à l'organisation de la structuration. Ils le font très très bien, mais bon, c'est souvent valorisant d'avoir affaire de retourner dans son propre pays et d'aider les collègues. On a construit 75 centres de toxicomanie en Algérie, et donc
il n'y a pas encore suffisamment de personnel compétent, il n'y a pas encore suffisamment de transfert de savoir, alors que les murs, le savoir et l'argent existent. C'est tout ça qui, si un jour on peut le mettre en place, peut-être sortir l'Algérie de l'ornière et sortir l'Algérie de cet état. Alors il faut une volonté politique. Il faut aussi qu'on n'ait pas peur de la diaspora qui se trouve de l'autre côté. Bien sûr. Vous savez très bien que les fantasmes subsistent et existent. On n'est pas là pour faire la leçon à quiconque, encore moins. On n'a ni un rôle politique, ni un rôle de tuteur vis-à-vis de nos collègues. Simplement, si on peut aider parce qu'on a appris certaines choses, eh ben moi je suis absolument d'accord pour créer cette conférence ou bien cette capacité à pouvoir échanger et apprendre aussi de l'autre côté. Donc, voilà qui est née, en tout cas, l'idée est née. On est interdépendant avec ces maillons qui probablement ne sont pas encore totalement bien enchaînés. Karim, question. Non mais je relis ce que vous avez dit. Moi j'ai eu l'occasion d'animer quelques conférences en Algérie. Et ce que j'ai remarqué avec les grandes entreprises algériennes, il y avait une très grande compétence technique, mais une totale désorganisation. Et je leur disais, moi quand j'ai démarré ma carrière en France, on est allé me former aux États-Unis sur le management, sur le savoir-faire, parce que c'est un partage d'expérience, et il n'y a que l'expérience qui vous amène à ce niveau-là. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des compétences techniques, mais tout ça, ça s'organise. Et dans une désorganisation totale, on arrive à ce genre de situation. Il y a la deuxième chose qui me touche dans ce que vous avez dit, c'est que, alors, pour moi, il y a deux diasporas algériennes. Et j'y tiens, et je tiens à le dire parce que de toute façon, on me l'a toujours fait remarquer. Moi, je fais partie je suis enfant issu de la première émigration algérienne, donc celle qui est arrivée dans les années 40, 50, quand il fallait reconstruire la France. Et on a toujours senti une défiance. Moi, je parle même d'un complexe d'infériorité, alors que on s'est jamais senti supérieur. Et je vais vous dire honnêtement, nous, c'est facile pour nous de parler de l'Algérie. Je vais en agacer certains. Mais nous, on est confortablement installés dans nos canapés. Et quoi qu'il arrive, tout ira bien pour nous et dans le meilleur des mondes. Et moi, je l'ai dit, je suis prêt à aider l'Algérie bénévolement. J'attends rien de l'Algérie. Et l'Algérie, c'est mon conflit de loyauté avec mes parents. Et pour la plupart des gens dans ma situation, le jour où on perd nos parents, on perd l'Algérie parce qu'on n'a aucune raison d'y retourner. On n'a plus de famille là-bas. Et ça, c'est bien dommage. Et on n'a aucune ambition politique en Algérie. Combien même on donnerait n'importe quel mandat, je n'irai jamais vivre là-bas parce que ma famille est ici, ma vie est construite ici et pour toujours. Par contre, on a toujours au fond de nous une envie d'aider, de mettre notre pierre à l'édifice pour une bonne raison, c'est qu'on doit se dire que nos parents n'ont pas fait tout ça pour rien, quoi. Et ma maman a 82 ans, j'en parlais avec elle ce matin et elle me disait mais si on avait su, Et moi je lui dis non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et elle a qu'un souhait à 82 ans, c'est de voir une Algérie libre, moderne, démocratique, paisible, où tout le monde a envie, au moins, d'aller y passer ses vacances. Docteur. Et je pense que les gens comme moi, il y en a beaucoup en France. Bien sûr. Docteur, il est important de rappeler les besoins et ce pourquoi on est là, évidemment, tous mobilisés, bien entendu. Peut-être avant de finir l'émission, ou bien si je pouvais rajouter un point sur CNB, si vous m'autorisez. Allez-y, docteur. C'est vrai que les parents sont finalement physiquement les dépositaires d'une histoire qui est la nôtre. Nos parents, les miens ont le même âge que ceux de Karim, si j'ai bien compris. Ma mère en a 80, mon père 87. Mais je suis interrogé par mes enfants qui sont nés ici. Je suis en vacances. Et puis ma fille me dit, mais papa, moi je ne connais pas l'Algérie, j'ai été une fois, je m'en souviens pas. Pourquoi tu nous as pas suffisamment parlé de l'Algérie? Pourquoi ceci ou cela? On aimerait intervenir, j'aimerais faire des choses. Donc on est toujours dépositaire quelque part, à la fois de l'histoire parentale, mais celle qui est en devenir de ceux que nous avons, de nos propres enfants. Donc la filiation, elle existe, elle existera toujours. Et ça, c'est important de signaler aussi. C'est très juste. Alors rappelons, docteur, évidemment, ce pourquoi il faut se mobiliser. Comment fait-on toutes les informations pratiques pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui souhaitent aussi aider? Alors il y a, je pense qu'à Majid en a dit un mot. Il y a beaucoup d'associations ici professionnelles ou bien des ONG. Je les ai pas en tête parce que je ne veux pas bénéficier d'une, je vais parler d'une plus que d'une autre, qui ont une capacité à s'organiser à la fois ici en lien avec des collègues de l'autre côté. On peut donner de l'argent. On peut faire acheminer des médicaments, des aides, des compresses, tout ça. Il y a des listes qui sont sur Internet. Je pense que c'est plus simple d'aller sur les sites, sur Facebook, sur Instagram. Les réseaux sociaux sont extrêmement bien organisés en Algérie. C'est une fenêtre qui marche très très bien. Oui. Et puis on a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que l'Algérien se mobilise de manière absolument rapide. C'est vrai. Et là, pour le coup, il faut le saluer. Moi, je trouve ça très bien dans
dans ces situations. Merci beaucoup, docteur Amine Beniamina, en tout cas d'être passé par ici sur France Maghreb 2 dans le LGF. À très bientôt et bonne fin de vacances, docteur. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Avec plaisir, merci beaucoup. On change de sujet, on va du côté de l'Afghanistan, puisque pour certains ce fut une surprise, pour d'autres c'était prévisible, ce qui devait arriver arriva. Et nous sommes avec quelqu'un que vous connaissez, messieurs. Emmanuel Dupuis est avec nous. Comment ça va, mon Emmanuel ? Ça va très bien. Bonjour Christophe, bonjour Gamal. Bonjour Emmanuel. Karim. Bonjour Emmanuel Dupuis. Alors hier, effectivement, on a assisté à toute la journée en direct à la prise de Kaboul, mais en amont, évidemment, les talibans avaient pris d'ores et déjà toutes les grandes villes. Ce qui est surprenant, Emmanuel, avant de rentrer dans le détail, c'est la vitesse avec laquelle les talibans sont entrés à Kaboul sans presque aucune résistance, Emmanuel. Alors c'est pas si étonnant que ça. Tu l'as dit toi-même. Certains prédisaient que Kaboul allait tomber inexorablement. Certains prédisaient d'ailleurs avec une échéance plus ou moins longue. On parlait de 30 jours, d'autres 90 jours. Il se trouve que la ville est tombée en 10 jours seulement. Enfin, la ville et le pays sont tombés en 10 jours. D'une certaine manière, on peut aussi reprendre les choses à l'envers et dire que l'Afghanistan était de toute façon en train de tomber déjà depuis plusieurs mois. L'offensive avait commencé en mai dernier. Et bien évidemment, il faut avoir à l'esprit que depuis le début de l'offensive contre les talibans, il y a 20 ans, les talibans ont toujours eu des territoires qu'ils ont maîtrisés. Donc d'une certaine manière, c'est la fin inéluctable d'un gouvernement qui n'a pas résisté très longtemps, en tout cas beaucoup moins que certains analystes le prédisaient. Et c'est ça, effectivement, la première surprise. La deuxième surprise, comme tu l'as dit, Christophe, c'est qu'il n'y a pas eu de combat. Et que les talibans sont rentrés principalement dans les grandes villes qu'ils avaient préservées jusqu'à présent, ou dans lesquelles ils avaient décidé de ne pas rentrer il y a quelques semaines, sans doute parce qu'il y a eu un accord qui a été négocié avec les Américains, avec le gouvernement. Les forces armées auraient reçu l'ordre, je mets de la conditionnalité dans mon propos, auraient reçu l'ordre de ne pas résister ou de ne pas répondre aux attaques. C'est la raison pour laquelle les principales villes, Kandahar, la deuxième plus grande ville du pays, ou Herat, la troisième plus grande ville du pays, se sont livrées avec leurs gouverneurs qui se sont rendus, Ismail Khan par exemple à Herat, ou le gouverneur de Ghazni. Les seuls combats que l'on peut mentionnés sont dans les zones qui traditionnellement sont les plus rétives à l'ordre des talibans, puisqu'ils sont détenus tadjiks alors que les talibans sont détenus majoritairement pashtuns. C'est les villes du nord-ouest du pays, que ce soit Kunduz ou évidemment Mazar-e-Sharif, où il y a eu quelques combats, mais néanmoins le puissant gouverneur, Rachid Dostum, le maréchal Dostum, s'est lui aussi rendu aux autorités, aux nouvelles autorités de ce qui est désormais non plus la République islamique d'Afghanistan, mais l'Émirat islamique d'Afghanistan, puisque parmi les premières décisions des nouveaux tenants du pouvoir à Kaboul, c'est évidemment de changer le drapeau et de changer le nom du pays. Emmanuel, il y a beaucoup de questions en vrac que j'ai à te poser, que nous avons à te poser aujourd'hui pour essayer de comprendre évidemment ce qui s'est passé hier et qui a surpris ceux qui ne suivaient pas forcément la situation en Afghanistan. On va rappeler d'abord que les accords ont été signés. Alors beaucoup s'en sont pris à Biden. Peut-être qu'il serait important de faire une petite correction, Emmanuel. Ça a été négocié sous Trump, cette histoire ou pas ? Ça a même été négocié avant, puisque ça fait quasiment 8 ans que les Américains discutent avec les talibans. Les premières discussions remontent à 2013-2014, date à laquelle les talibans ont ouvert à Doha une représentation, certains disent une ambassade. C'était en tout cas un bureau de liaison avec la communauté internationale. Deuxième élément, tu as raison de le dire ici, c'est que l'accord du 14 février 2020 a été conclu sous l'autorité de Donald Trump, le représentant spécial pour les négociations avec les talibans a été nommé par Donald Trump. Il n'a pas été récusé par Joe Biden en la personne de Zalman. La réaction de Trump est d'ailleurs assez amusante, d'ailleurs, puisqu'il demande la démission de Biden suite à ce qui s'est passé. Oui, c'est très cynique. C'est très cynique puisqu'il demande la démission de Biden en disant que la chute de Kaboul est une marque indélébile, ou sera une marque indélébile sur le bilan, le tout jeune bilan du nouveau président. Le président Biden n'a fait que prolonger l'agenda qui avait été mis en place par Donald Trump. Donald Trump voulait quitter l'Afghanistan plus tôt. Il évoquait la date de mai.
Joe Biden a repoussé cette échéance au 1er septembre, 31 août, 1er septembre, et les événements se sont accélérés et il y aura d'ici quelques heures plus aucun Américain sur le territoire afghan. Mais Emmanuel, ce qui peut surprendre quand même, c'est qu'après 20 ans de présence américaine en Afghanistan, on se souvient, c'était en 2001, avec une telle facilité finalement, les talibans n'ont rien perdu, ils sont toujours là, ils ont toujours été là, ils attendaient. Et la question aussi qu'on peut se poser, est-ce qu'ils avaient, et quels sont-ils, si tel est le cas, des alliés pour qu'ils puissent avancer aussi vite finalement? On parle de la Chine par exemple, ou de la Russie, leur rôle. Alors déjà, il faut avoir à l'esprit que les talibans ne sont pas un corps étranger à l'Afghanistan, ce sont les Afghans en majorité. Et que qui dit Afghan, enfin, outre les 65 000 à 80 000 combattants donc des forces talibs, d'ailleurs le mouvement est très hétérogène, vous avez il y a des militants turkmènes, il y a des militants ouzbeks, des militants ouïghours, des militants tadjiks, à l'instar de la kyrielle ou de la mosaïque de population que constitue l'Afghanistan. Donc on ne peut pas parler d'un mouvement terroriste qui est comme ça hors sol. Il est né au Pakistan, c'est le deuxième élément de réponse, entre 1994 et 1996. C'est au bout de cette création, après cette création, qu'il a pris le pouvoir entre 1996 et 2001. Et il faut avoir aussi à l'esprit que la majorité des combattants talibs viennent du sud-est du pays, limitrophe avec le Pakistan, et que cette population pachtoune, majorité, a des complicités, ou en tout cas a des soutiens. Outre les talibans, il y a une partie des 38 millions d'Afghans qui voient pas forcément d'un mauvais œil le retour des talibans. Donc disons que c'est deux pays qui se font face, un pays qui s'était construit ou reconstruit ou tenté de se reconstruire avec une implication de la communauté internationale douloureuse. 3500 soldats de l'OTAN ont perdu la vie pour stabiliser l'Afghanistan après les attentats du 11 septembre, particulièrement douloureux financièrement. On parle de 1,5 trillion de dollars que les Américains auraient dépensé pour soutenir le gouvernement afghan. Et puis, bien évidemment, particulièrement complexe et difficile quand on sait le niveau de corruption. En gros, les Américains payaient, mais les résultats étaient peut-être fortement enjolivés. Tu évoquais l'incrédulité de certains qui pensaient qu'avec une armée de 300 000 hommes formés à l'occidental, avec du matériel américain, du matériel venant de tous les pays du monde, l'armée afghane aurait pu être beaucoup plus résiliente, aurait pu résister. Sur les 300 000 soldats afghans, près de 50 000 sont des forces spéciales, encore plus entraînées. Et on a constaté à travers un rapport qui a été rendu public peut-être fort opportunément il y a quelques jours, que l'armée afghane avait peut-être enjolivé les chiffres et que sur les 300 000 hommes, il y avait pratiquement 40 000 hommes qui n'existent pas. On parle de 46 bataillons fantômes qui étaient inscrits sur le papier, donc qui recevaient des subsides de la communauté internationale, mais qui n'existaient pas. Donc c'est aussi un élément d'appréciation, un élément de compréhension qui peut expliquer les raisons pour lesquelles les talibans n'ont pas trouvé beaucoup de résistance. Mais je reste convaincu, pour ma part, qu'il y a eu un accord, que cela fait partie des accords secrets que plusieurs sénateurs américains avait demandé à Donald Trump de rendre au public, ce que ce dernier n'a jamais fait, pas plus d'ailleurs que Joe Biden. On se rendra compte peut-être dans quelques mois ou quelques années, je ne sais, qu'effectivement, parmi ces accords, il y avait la volonté des Américains de laisser passer les talibans, voire même de faciliter leur accession au pouvoir, d'où les ordres qui seraient venus de Kaboul au chef militaire, au gouverneur, de ne pas résister militairement face à l'avancée des talibans. On va parler maintenant des conséquences. Alors, deux petites informations. Sachez que le président de la République s'exprimera ce soir à 20h. Pour dire quoi, Emmanuel d'ailleurs? Il va dire quoi ce soir, le président? Eh bien, je suis aussi dans l'explicatif que beaucoup, la plupart d'entre nous. Je ne sais pas ce qu'il peut dire. Alors, il peut peut-être dire, il va sans doute dire que la France est au rendez-vous et que la France envoie un C-130, un A400M, que l'opération Apagan, c'est le nom qui a été décidé, vise à rapatrier les 600 bénéficiaires de visa que la France s'est décidée très tardivement à accorder aux Afghans et accessoirement avec tous ceux qui nous ont aidés, les traducteurs, les interprètes, tous ceux qui ont travaillé pour la délégation archéologique française en Afghanistan, tous ceux qui ont travaillé dans les deux lycées français, le lycée Malala et le lycée Istiklal, ceux qui ont travaillé pour le centre culturel, c'est très bien. Mais si l'on compare les choses, les Américains sont en train de rapatrier 70 000 personnes qui ont travaillé
pour les autorités américaines et leurs familles, ce qui est une différence. La France octroie des visas aux traducteurs, mais pas à leur famille, ce qui pose un cas de conscience. La plupart ne bénéficient donc pas de ce visa parce qu'elles ne veulent, et je pense qu'elles ont raison, pas laisser leur famille à un triste sort. Donc le président français aura à s'expliquer aussi pour la raison. Il y avait un conseil de défense d'ailleurs, Emmanuel, à nouveau cet après-midi. Il y a eu un conseil de défense à midi, mais il n'y a pas encore de communiqué puisque la teneur ou la quintessence de la conférence de presse sera justement les décisions qui auront été prises en conseil de défense. Je ne m'attends pas à grand-chose, si ce n'est à des mots que l'on a déjà entendus dans la bouche de leaders européens. MAUX ou MOTS? On pourrait d'ailleurs paraphraser, le président français pourrait peut-être paraphraser le haut représentant pour la politique étrangère, Josep Borrell, qui a menacé, je cite, de ne pas reconnaître les talibans, d'imposer des sanctions, de les isoler. Je pense très sincèrement que les talibans s'en fichent totalement. D'ailleurs, en 1996, on a dit exactement les mêmes choses et il a fallu attendre 5 ans plus tard une opération militaire que, accessoirement, je crains que nous devions renouveler d'ici quelques années quand on verra que les talibans ne respecteront pas forcément les termes d'un accord qui fait qu'ils ont pris le pouvoir tout seuls, sans coup férir, sans aucune forme de contrainte, sans aucune conditionnalité. Et c'est sans doute là la pire conséquence de cet accord unilatéral qui ne nous engage pas, nous, communauté internationale, puisque nous n'avons jamais été associés aux négociations que les Américains ont menées unilatéralement avec les talibans. Emmanuel Dupuy est avec nous, encore quelques petites minutes pour parler dans un instant, et je sais que Karim Malouache et Gamal Abina sont inquiets, comme beaucoup d'ailleurs, de ce qui se passe en Afghanistan et des conséquences, bien sûr. Je vous donne une petite information, vous en faites ce que vous voulez, c'est madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a annoncé l'inauguration d'une place du commandant Massoud. Voilà, donc... Alors, elle avait déjà été inaugurée en février dernier. Ce qui est cocasse dans l'annonce dans le tweet de Madame Hidalgo, c'est qu'elle fait la jonction entre le fait qu'elle a inauguré cette place et qu'elle se porte garante des droits des femmes, ce qui n'a absolument rien à voir l'un avec l'autre. Merci Emmanuel de la précision. Dans un instant, donc juste après la pause, Emmanuel, quelques minutes encore. Merci de nous accorder ces... Oui. Je dois juste vous quitter parce qu'à 17h30, j'ai un plateau sur CNews. Voilà. D'accord. Donc, plateau. Alors, rapidement, Emmanuel, une minute ou deux, maxi, pour nous donner les conséquences. Beaucoup s'inquiètent. Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise migratoire dans les quelques semaines, mois à venir? Et surtout, est-ce que l'Afghanistan ne va pas devenir une base arrière, de nouveau, du terrorisme international? Alors, je modérerai la dernière affirmation. C'est une question. Oui, alors... Pour répondre à la question, c'est ça, précisément, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Premièrement, les talibans ne sont pas idiots. Ils maîtrisent désormais parfaitement la communication, et notamment la communication en direction de l'Occident. Ils savent très bien quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, d'autant que leurs partenaires qui les soutiennent, et qui les soutiennent plus que nous, la Russie, la Chine, l'Iran, et évidemment le Pakistan, ont fait passer les messages comme quoi il était impensable que de l'Afghanistan, il puisse y avoir des mouvements qui obèrent leur propre sécurité. Il y a 2000 km de frontière avec l'Iran. Les Iraniens ont massé des chars, comme il l'avait fait en 1996. Je ne vois pas les talibans s'en prendre au nouveau régime conservateur qui, par bien des aspects, a plus de convergence que le précédent. Je ne vois pas non plus les Afghans s'en prendre à leur soutien indéfectible pakistanais. Crise migratoire ou pas, Emmanuel ? Alors, la crise migratoire, c'est une autre question. Et alors, la crise migratoire a déjà commencé. Les Afghans sont parmi les deuxième ou troisième contingents de demandeurs d'asile dans plusieurs pays européens, dont la France. Il y a actuellement une masse migratoire qui est en train de grossir. 20 000 Afghans quittent chaque semaine le territoire afghan. Pour l'instant, pour se masser au Pakistan, ils sont 3 millions, en Iran 2 millions, mais inexorablement, après l'Iran, il y a la Turquie, après la Turquie, il y a l'Europe. Ce qui permet de dire qu'il y aura sans doute une crise migratoire, mais qui sera utilisée diplomatiquement ou géopolitiquement par la Turquie, comme le président Erdogan l'a fait avec les réfugiés syriens. Oui, on en reparlera en tout cas à la rentrée. Merci beaucoup Emmanuel. Et merci à vous. Voilà. À très vite. Je t'en prie mon Emmanuel, c'est normal évidemment. Tu es très demandé. Voilà. D'ailleurs hier sur CNews, on avait cru que c'était le plateau du Grand Forum. Il y avait Bouriaki et Emmanuel Dupuy. C'était magnifique. Je t'embrasse mon Emmanuel. Bonne fin de vacances à toi. Moi aussi, merci beaucoup, président de l'IPS. Bien sûr, il fallait qu'on ait son éclairage. C'était important. Dans un instant, on aura celui de Karim Malouache et de Gamal Abina et de vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000. Avant qu'on s'attaque à Macron, il a quelques petits problèmes en ce moment, Macron. Il a des petits ennuis. On en reparle dans un instant.
Le LGF, le grand forum, merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus à nous le faire savoir et ça c'est bien. En tout cas, on vous remercie. Ravi de vous retrouver tous les jours avec mes débatteurs. Aujourd'hui, Kamal Abina et Karim Alouache. On a eu les explications, l'éclairage, que dis-je, géopolitique de l'arrivée du retour des talibans, qui finalement sont jamais partis très loin, en Afghanistan. Ils ont repris le pouvoir sans aucune résistance d'ailleurs, hein, tranquillement. Beaucoup sont inquiets, les chancelleries ferment et évacuent leur personnel les unes après les autres. Est-ce qu'on peut parler de lâcheté de la communauté internationale, Gamal ? Pas du tout. Je ne crois pas une seconde ni à une lâcheté, ni à une opération non commandée. On a parlé de Saïgon, l'évacuation de Saïgon en 75 des Américains qui seraient partis un petit peu la queue entre les jambes. C'est une défaite quand même, non ? C'est pas une défaite. C'est une défaite militaire parce qu'ils auraient voulu éradiquer un mouvement populaire très ancré, parce qu'on oublie toujours qu'effectivement, Emmanuel l'a rappelé, que les talibans sont très ancrés dans la population. En arabe, taliban, ça signifie l'étudiant. Donc, ils sont très inscrits. Ce qui correspond pas trop avec leur doctrine. Hein. Non, parce que c'est un pays, alors rappelons quand même que l'Afghanistan est en guerre depuis 100 ans, pas depuis 3 jours, que l'invasion russe en 79 a accéléré la destruction du pays, que c'est un pays de gens qui sont sur un plan psychologique extrêmement violentés. Ils ont toujours vécu dans la violence. Quand on vit en Afghanistan en 79, on est dans la guerre. Quand on vit en 2001 en Afghanistan, on est dans la guerre. Donc quand vous avez des gens qui naissent dans la guerre, ne voient que les bombes tous les jours, ça devient quasiment un mode de fonctionnement et de vie que de voir de la violence autour de soi. Ensuite, et surtout, c'est important de le rappeler, parce que les gens oublient toujours la genèse. Hein. C'est bien beau l'histoire de 2001 avec Ben Laden, mais les talibans étaient soutenus par les États-Unis. Ça, on l'a oublié. On parlait à l'époque de Freedom Fighters, quand ils se battaient contre les Russes. Ensuite, ça a été le soutien des États-Unis avec, je rappelle, le Pakistan, qui est la base arrière, avec ces fameuses madrasas, qui étaient là pour former ces talibans. Et quand ils sont arrivés entre 96, effectivement, et 99 au pouvoir par la force, ils ont remporté des victoires à une vitesse tellement hallucinante que tous les Afghans ont espéré avoir une république islamique qui leur garantirait la sécurité. Et aujourd'hui, les Américains qui ont négocié, et on en a parlé à l'instant avec Karim très justement, qui ont négocié, ont fait une passation de pouvoir en douceur. Il n'y a pas eu de violence. Kaboul est tombé tranquillement comme un fruit mûr. Évidemment, quelques coopérants vont mourir, on le sait très bien, mais quoi qu'il en soit, l'Afghanistan est une carte géopolitique qui n'est pas anodine. C'est effectivement ce qu'on appelait le cimetière des empires. Hein. L'empire russe est tombé, l'empire tsariste pour être précis, ensuite l'empire anglais, ensuite l'empire des soviets, qui est tombé en 79 avec la guerre pendant 10 ans, et ensuite l'empire américain. Mais il n'est pas tombé tel qu'on croit. Ils n'ont pas perdu la guerre telle qu'ils voudraient la présenter. Ils veulent une guerre par procuration. Et il se trouve que les Pashtuns, dont on parlait tout à l'heure, il en parlait Emmanuel, c'est une minorité, enfin c'est la majorité de la population afghane, est une ethnie très guerrière. Et les Pashtuns sont anti-iraniens. Et les Iraniens ont failli faire la guerre en Afghanistan dans la fin des années 90. Ils ont failli faire la guerre. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des troupes qui sont massées. Parce que effectivement, les talibans sont anti-iraniens et anti-chiites. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs de futurs conflits à venir. Alors tout le monde parle de soutien de l'Iran. Non, l'Iran ne soutient pas du tout les talibans. C'est ses ennemis. La Russie ne soutient pas du tout les talibans. Daesh, d'ailleurs, je crois que Daesh, c'est les ennemis. Oui, c'est les ennemis iraniens, parce que il faut comprendre. Oui, non, Daesh, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Non, mais ce sont des ennemis. C'est des ennemis idéologiques, mais pas sur le fond. Idéologiques, bien sûr. Ils peuvent faire une alliance. Alors que par contre, il n'y a aucune chance qu'il y ait une alliance entre l'Iran et les talibans. Il n'y a aucune chance qu'il y ait une alliance. Mais l'interventionnisme, Gamal, Karim, on voit que ça. Voilà, on voit le résultat. 125 000 morts, 4 000 soldats de l'OTAN tués. 20 ans de guerre pour rien, finalement, Karim Alouache. Ça t'inquiète, toi, évidemment, ce qui s'est passé ? Moi, ce qui alors, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a eu un accord, parce qu'on ne reprend pas un pays aussi facilement, aussi rapidement. Bien sûr. Et puis, il y a eu un éclaircissement quand même. Il y avait des combattants fictifs, enfin des troupes fictives, puisque c'est ce que disait Emmanuel. Donc, quand on déclare 350 000, en fait, il y en a peut-être beaucoup moins, mais il n'y a pas eu de combat, quoi. Il n'y a pas eu de combat sur Kaboul. Je ne vais pas vous dire que ces gens-là attirent ma sympathie, bien au contraire. Et quand je vois comment le peuple s'est rué dans l'aéroport pour ces scènes partir, incroyables de gens qui s'accrochent aux avions. Je ne pense pas que si on se sent en sécurité, on fasse ça. Je pense à ces femmes, je pense aux jeunes filles, aux enfants de sexe féminin qui on a vu quand même des choses assez incroyables et hallucinantes. Donc ça, c'est le premier aspect, et je pense au peuple taliban, au peuple afghan, pardon. Excusez-moi. Non, mais je suis tellement perturbé par ça que ça m'inquiète. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ont, je ne vais pas dire collaboré, mais qui ont œuvré pour essayer de sortir le pays et qui se retrouvent aujourd'hui en première ligne, aux femmes, aux enseignants,
enfin, au traducteur. Au traducteur, et je trouve scandaleux qu'on donne des visas aux personnes et pas à leur famille. Un homme ne va pas laisser, et en plus, Afghan ne va pas abandonner sa famille aux mains de gens dont on ne maîtrisera plus rien, parce qu'aujourd'hui, on dit non, mais il y a un accord, il y a ceci, il y a cela. Ok, aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à dire je vais tuer, je vais piller, je vais violer, je vais enfermer. On en reparlera dans quelques mois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le reste du monde et les idées que ça pourrait donner à d'autres. Parce que le terreau du terrorisme, s'il y a une base arrière qui vous dit que demain, des groupes comme Daesh, comme le GIA, comme tant d'autres, ne s'appuient pas sur cette base pour se reconstruire avec des moyens financiers, parce que ces gens-là aussi, ce qui les intéresse, c'est l'argent avant tout. C'est le business. L'inquiétude de Karim, tu la partages, Gamal ? Je ne crois pas à la base arrière pour deux raisons. La première, parce que sur un plan idéologique, le phénomène afghan est un phénomène qui est très localisé. C'est un phénomène ethnico-religieux qui est très ancré dans une tradition ancienne. On ne la connaît pas bien en vérité, mais c'est une tradition asiatique essentiellement. S'il y a contamination et contagion, ce serait plutôt dans l'ancien bloc soviétique, enfin la fédération russe, hein, les républiques soviétiques russes, ex-soviétiques, excuse-moi, qui, on le voit avec ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé pendant quasiment 10 ans de guerre entre la Russie et la Tchétchénie, avec l'Ingouchie. Tous ces pays-là sont des pays qui ont véritablement, sur un plan culturel et ethnique, un lien avec l'Afghanistan. Après, sur le monde arabo-musulman, non, ils ne sont pas du tout concernés, parce qu'effectivement, le seul moment où les Arabes se sont retrouvés en Afghanistan, c'est quand les Américains les ont encouragés à aller faire la guerre contre les Russes. Ils sont revenus en Algérie, et c'est pourquoi il fait référence à ça, Karim, et on les a appelés les Afghans. Ils ont duré 6 mois en Algérie pendant la guerre civile, mais ils en demeurent pas moins qu'ils sont revenus avec une idéologie. Ensuite, le rôle de l'Arabie n'est pas anodin non plus. L'Arabie soutient les radicaux depuis toujours et soutient ce type de radicalité. C'est pas des frères musulmans qui ont une perspective modernisante. Hein. Ce n'est pas du tout cela. Il faut se rappeler deux grands Bouddhas qu'ils ont fait sauter. Enfin, on est vraiment dans des gens qui sont très peu éduqués, qui sont ultra littéralistes et qui sont ultra violents. Et il se trouve effectivement que l'idée selon laquelle, il faut pas les prendre pour les idiots, ils recommenceraient des actions terroristes à l'international est une idée qui, pour moi, n'a pas de sens. Ben Laden, qui était un élément extérieur à l'Afghanistan, a été le catalyseur de ces actions. En revanche, eux, ils veulent uniquement leur émirat local. Ils veulent installer leur loi islamique, ils veulent installer leur loi sur la population. Ils n'ont pas de revendications étrangères pour deux raisons. Parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire, ni militaires, et surtout parce qu'ils ont déjà pris une raclée monumentale, ils peuvent pas perdre le pouvoir. Et aujourd'hui, ils doivent séduire la population. Donc il va y avoir des exactions, c'est à peu près sûr. Quand on voit Rachid Dostum qui n'a pas été encore exécuté, c'est très surprenant. Mais il faut pas attendre à ce qu'il y ait un débordement. C'est un modèle de société qui s'est disqualifié. C'est un modèle de société qui doit prouver qu'il a le niveau parce qu'il a été battu par l'Amérique une première fois. Ouais. Et c'est un modèle de société qui n'est pas exportable. Bon, alors on va suivre ça de près évidemment parce que c'est tout frais les amis, il fallait qu'on en parle et qu'on ait des explications. On a une pensée évidemment sur ce qui s'est passé à Haïti avec ce bilan absolument catastrophique, 1400 morts selon le dernier bilan dû à ce tremblement de terre terrible en Haïti. Et puis la situation aussi au Liban, on sera peut-être amené à y revenir au cours de la semaine. Le Liban aussi, là, un pays qui est pas au bord, qui est au chaos total. Voilà, on parle de plus d'électricité, il n'y a plus rien au Liban. C'est une véritable catastrophe. Mais revenons en France, tiens. Je sais que ça va faire plaisir à notre ami Karim Alouache. On va parler du pass sanitaire. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Roux et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Eh ouais, la radio du vivre ensemble au 01 40 33 9000 pour vous exprimer les amis. Il y avait encore du monde dans les rues à Paris et en province. On parle de 215 000, un chiffre légèrement en baisse selon le ministère de l'Intérieur. Alors, le problème avec le ministère de l'Intérieur, c'est qu'on n'a aucune possibilité d'établir des chiffres et de la véracité des chiffres. Hein. Ils font un peu ce qu'ils veulent pour le coup. En tout cas, force est de constater qu'il y avait encore beaucoup de monde dans les rues de Paris notamment contre le pass sanitaire, à ne pas se tromper avec des anti-vax qui sont quand même minoritaires. L'ensemble des gens, y compris ceux qui sont vaccinés, sont contre ce pass sanitaire qui entre en action d'ailleurs aujourd'hui dans 126 même centres commerciaux, là où finalement le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Ça concerne d'ailleurs une partie de la région parisienne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et puis évidemment tout ce qui est le sud de la France, bien entendu très touché par cette quatrième vague de cette pandémie. Pour le coup, les mauvaises nouvelles s'accumulent. On a vu Emmanuel Macron s'activer, tu l'as vu mon Karim, toi qui es en vacances, sur les réseaux sociaux pour convaincre et encore convaincre les gens de se vacciner.
Pour le coup, il y a 28% de réfractaires pour le moment, d'après les derniers chiffres de Covid-19, de tous anti-Covid, pardon. Pour autant, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a perdu 3 points. Elle n'a jamais été aussi basse depuis juin 2020. Le président de la République n'arrive plus à convaincre. Les gens, pour le coup, se sont vaccinés. Peut-être pas d'ailleurs, il faut le dire en grande majorité, avec conviction, mais l'ont fait pour essayer de revivre, pour essayer de pouvoir aller au restaurant, pour essayer de retrouver une vie, j'allais dire, assez classique et tranquille. Pour autant, le président de la République ne convainc pas, et ça, c'est un problème, Karim. Moi, je vais vous dire une chose. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, moi, j'arrête d'essayer de convaincre. Alors, d'abord, j'ai testé le pass sanitaire aujourd'hui au centre commercial, puisque j'ai dû aller ça va être un bon bordel, à la FNAC, à Rony 2, en début d'après-midi. Et effectivement, à l'entrée, on m'a demandé mon pass. En fait, imaginez-vous que la semaine prochaine, c'est la rentrée, c'est dans 2 semaines la rentrée scolaire. Alors, je vous cache pas que j'étais interpellé parce que le parking était aux 3/4 vide. Je me suis dit, tiens, bon, après, c'est le 15... On est mi-août, donc je pensais que c'était les vacances. Et effectivement, on m'a contrôlé. On m'a contrôlé. Bon, moi, je suis vacciné, donc j'ai pas eu de soucis. Moi, je trouve triste une chose aujourd'hui, c'est qu'il faille expliquer aux gens, d'abord d'être collectif, de pas être individualiste, et surtout qu'on a les moyens. On a les moyens d'éviter des décès et des morts. Voilà. Donc, moi, je vais plus perdre mon temps à me battre, à expliquer. Moi, j'ai qu'une chose à dire, celui qui veut pas, il a qu'à donner son droit au vaccin à quelqu'un dans un pays qui n'a pas accès au vaccin sans possibilité de retour arrière, parce que faut la liberté. Faut sérieusement arrêter. Tu es libre de te vacciner comme les gens sont libres de ne pas vouloir le faire pour X ou Y raison, Karim. Mais on n'est pas libre. Je suis vacciné, moi. On n'est pas libre d'encombrer nos hôpitaux. On n'est pas libre de tuer d'autres gens. On n'est pas libre de prendre le risque de bloquer encore notre économie. Faut arrêter d'être égoïste, de penser qu'à sa tronche. Moi, j'ai vu 250 000 personnes. Alors, je mords de rire quand même. C'est 0,36% de la population. Mais en plus de ça... En plein mois d'août, Karim, attention. Non. D'abord, je sais plus combien de pourcents, mais extrêmement majoritairement, ils viennent d'en dessous de la Loire. Hein. C'est pas des gens de l'Île-de-France, comme les Gilets jaunes. Et en plus de ça, une grande partie vaccinée. Donc les mecs, ils viennent faire de la propagande. La deuxième chose, arrêtez de croire que tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux est vérité. Tout le monde est médecin, tout le monde est expert, tout le monde est chercheur. Y compris sur les plateaux de télé, des anti-vaccins, il y en aura toujours. Je vous rappelle que ces infirmières qui manifestent contre le Covid ont obligation, pour faire des écoles d'infirmières exercées, d'être vaccinées contre plein de choses, y compris l'hépatite B, qui fait une grande polémique. Oui, mais c'est pas des vaccins conditionnels, Karim, pardon. Non. C'est pas des vaccins conditionnels. Non, si. Ah bah non. Si tu n'es pas vacciné contre l'hépatite B, tu ne peux pas être infirmière. Je réponds pas à ma question. Ce ne sont pas des vaccins conditionnels. Aujourd'hui, les vaccins contre la Covid-19 sont des vaccins conditionnels. Ils n'ont pas encore établi toute leur... Mais qu'est-ce que tu appelles vaccin conditionnel? C'est des vaccins qui encore n'ont pas totalement terminé 2 milliards de vaccinés, un bilan extrêmement positif. C'est des faits. Aucun. Non, mais là, c'est une échelle. Non. Attends, Christophe, tu me dis ça il y a un mois, je t'écoute. On est à 2,5 milliards de personnes vaccinées. Non, mais attendez, les gars. Je te dis. Soyez sérieux. C'est en 2023 que ces vaccins recevront leur brevet total. C'est du blabla. Mais non, c'est pas du blabla. Non. C'est de la foutaise. On a l'expérimentation de terrain. 2,5 milliards de personnes vaccinées. S'il y avait des hécatombes, on les aurait vus. Ensuite, maintenant, je vais revenir. Pourquoi les médecins te disent on n'a pas de recul sur 5, 6, 10 ans? Mais il n'y a aucun recul sur aucun médicament. Mais si on attend 10 ans, on va avoir 50 millions de morts. Faut arrêter. Faut arrêter ce délire. La deuxième chose. C'est ça la différence avec les autres vaccins. On n'a jamais autant surveillé, on n'a jamais autant testé, en réel, un vaccin ou un médicament que celui-là. Donc, à un moment donné, si on a envie... Non. Attends, je peux dire celui concret, sérieusement. Du vrai concret. Non, mais ça, c'est du concret, Gamal. Non, du vrai concret. C'est pas du concret. C'est des vaccins conditionnels, que vous vouliez ou non. Non, c'est pas conditionnel. C'est des vaccins qui ont été expérimentés sur le terrain. Je vais donner un exemple très concret par rapport à la condition. On a sauté la phase 3, mais bon, ça vous dérange pas, apparemment. On la passe. On s'en fout. Attends, on parle de la phase 3, on va y aller. Tu peux le vérifier sur l'agence du médicament, carrément. La médecine chirurgicale, d'accord, de reconstruction. La médecine s'est faite où? Elle s'est faite en 14-18. C'est à ce moment-là qu'on a inauguré la médecine chirurgicale au moment de guerre. Et on l'a accepté après.
Aujourd'hui, c'est une guerre sanitaire. Donc, ce traitement est un traitement qui se fait sur le terrain d'une guerre. On n'est pas sur l'expérimentation à petite échelle. 2,5 milliards personnes, ça donne une petite idée de l'occurrence du nombre de morts. Ensuite, pour être très clair, et là, je vais sur le vrai concret qui fait mal. Moi, je veux bien qu'on ait le luxe, et on se la raconte beaucoup en France, et j'en ai marre d'entendre ça parce que c'est intolérable. Je veux bien entendre que des gens jouent leur princesse pour ne pas se vacciner. Ils ont le droit. Je veux bien entendre qu'ils trouvent que leurs libertés sont réfrénées parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire, parce qu'ils refusent le vaccin. Ils ont le droit. Sauf que je vois, il y a un pays qui s'appelle l'Inde, avec 1,1 milliard d'habitants, dont 12 000 personnes crèvent tous les jours depuis 3 mois. 12 000 personnes, c'est le chiffre officieux. Officiellement, c'est 4 000 personnes. Eh bien, les Indiens, qui ont été vaccinés à 1,5% de la population, ils feraient la fête d'avoir ce vaccin qui les sauve. Et je vais dire un truc pour le sens des responsabilités. Je dis pas vaccinez-vous pour sauver le voisin parce que le virus... C'est ce que tu dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je vais être très précis. Vaccinez-vous pour sauver le voisin parce que le virus ne sera pas transmissible. Il est transmissible. Vaccinez-vous pour vous sauver vous et votre famille. C'est tout ce que je dis. Vous et votre famille. Ouais. Parce que quand vous chopez le virus, et j'ai encore... on a malheureusement une amie dont je vais pas donner le nom en radio et j'ai toute ma considération pour cette malheureuse qui vient de perdre sa mère. Je crois bien qu'ils auraient été bien contents d'avoir le vaccin à ce moment-là. Donc là, je suis catégorique. Que des petits rigolos qui ont envie de jouer le luxe de pas se vacciner nous emmerdent sur ça. Non, mais tu peux pas dire ça, Gamal. Si, parce qu'il y a des morts. Vous pouvez pas invectiver les gens de la sorte. Non, mais 5 millions de morts, ça va, ça commence à se voir. Ouais, non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, il y a un truc qui s'appelle la liberté. Vous, ça vous effraie pas, apparemment. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se vacciner pour leurs raisons. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Bah non, vous leur laissez pas le droit, vous les insultez. Ils ont le droit, mais vous les invectivez. Non, ils ont le droit. Ils ont le droit de se suicider. Je suis pas toujours d'accord avec Gamal, mais là, je suis d'accord. Il nous emmerde. Et moi, je vais te dire un truc. Au nom de... Non, Christophe. Non, au nom de la liberté, tu n'as pas le droit de tuer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ces petits cons, quand ils vont se retrouver à encombrer les lits d'hôpitaux... pas les gens comme ça. Non, je suis en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, pardonnez mes propos, mais je suis profondément touché. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas aller se faire soigner dans les hôpitaux. Et moi, j'ai un proche qui est mort dans un hôpital, contaminé par le Covid, parce que 2 aides-soignantes avaient refusé d'être vaccinées et elles l'ont contaminé et il est décédé. Et aujourd'hui, ça me met en colère. On a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. On a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et ben, si les adultes étaient vaccinés, on n'aurait pas de sujet avec alors là, pour les enfants, le 30 septembre passe. Là, je te rejoins, Christophe, et je te rejoins. Et là, peut-être que ça va faire sortir beaucoup plus de monde pour le coup. Non, mais ils seront pas sortis pour les 11 vaccins. Déjà, moi, j'aime pas l'hypocrisie, mais je te rejoins sur un point. Pour les enfants, et là, je vais catégorique, totalement catégorique. Il n'y a pas de demi-mesure. Je serai partisan. Quand Monsieur Macron nous dit toute honte bue, sans même se poser la question de l'absurdité des propos, je ne me vaccinerai pas parce que je suis un homme en bonne santé, je suis jeune. Et qu'il demande, alors qu'il ne le fait pas lui-même, il aurait mieux fait de rien dire, c'était plus malin quand même, et qu'il demande à vacciner les enfants alors que là c'est le secteur médical qui parle, on ne sait pas ce qui peut arriver avec les enfants, on ne sait pas les conséquences, parce qu'effectivement, les enfants qui sont boostés en défense immunitaire, c'est peut-être pas nécessaire. Je trouve que c'est un truc qui sert à rien. Je pense qu'il faut vacciner les adultes, parce qu'il y a danger de mort pour les adultes, mais les enfants sont naturellement vaccinés. Donc là, je te rejoins là-dessus, c'est intolérable qu'on vaccine les enfants. Et en Israël, on va le faire dès l'âge de 3 ans. Hein. Une erreur, une fois. Ouais. Et justement, la polémique aujourd'hui, c'est doit-on obliger les enseignants à se faire vacciner ? Et à ce compte-là, les enseignants vont vous dire d'accord, ok. Mais alors à ce moment-là, s'il n'y a pas d'enfant vacciné, et s'il n'est pas vacciné, l'enfant il rentre pas à l'école. Mais non, c'est idiot. Si l'enseignant est vacciné, on va rentrer dans ce genre de stupidité. Non, si l'enseignant est vacciné, il a plus aucun risque. Non, mais si. C'est les adultes qui meurent, c'est pas les enfants. Oui, mais ils vont dire voilà, nous on nous a obligés, donc on oblige aussi les enfants. Mais non, ça n'a pas de sens. Jamel est avec nous. Salut Jamel. Salut à tous. Comment ça va? Ouais, ça va, ouais, c'est animé. Hein. T'as vu un petit peu. Je suis content. J'arrive, je sors du boulot, bam, je tombe sur un débat et j'aime. Ouais. J'aime. Bon, mais alors. Je comprends le point de vue de chacun, hein, je le dis clairement. Mais pour reparler un peu du niveau au niveau scolaire, moi ce que je comprends pas, c'est les propos de M. Blanquer qui nous dit le choix du terme évincer les enfants. Alors là, ça m'a choqué. Il a clairement dit on va évincer les enfants qui ne sont pas vaccinés en gros. Ouais, c'est minable, évincer. Moi j'étais choqué du propos. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine culture du parler, de la rhétorique. On se demande. Et qui choisit le mot évincer. Et moi je trouve ça hallucinant. Merci mon Jamel, merci pour... C'est une dernière petite chose. Vas-y, je t'en prie. Une dernière petite chose. Mais le vaccin, il est nécessaire aux gens pour se protéger plus durablement des contaminations et des formes graves des maladies. C'est tout.
Pas les contaminations, mais les formes graves, oui, effectivement. Merci. Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Moi, ça ne m'enchante pas de me faire, entre guillemets, moderniser. Là, vous savez quand même quel vaccin j'ai pris. J'y retourne mercredi. Mercredi, c'est pas de gaieté de cœur. Ma mère, ça n'a pas été de gaieté de cœur. Et ben, comme on dit, alhamdoulilah, elle a encore plus de patates avec le vaccin que sans. Merci, Jamel. Et je souhaite à tout le monde un bon rétablissement pour ceux qui l'ont. Moi, j'ai un cousin qui a été admis en réanimation hier pour une baisse d'oxygène en France, et j'ai d'autres personnes en Algérie et qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir avoir des vaccinations, des tests. Donc, je comprends qu'on n'ait pas envie d'être forcé, mais je comprends aussi qu'on a une chance et qu'il faut saisir cette chance-là. Merci Jamel. Bah peut-être que l'erreur, Karim, tu seras peut-être d'accord avec moi pour le coup. Peut-être que l'erreur du gouvernement et du président, c'est de pas avoir fait assez preuve de pédagogie justement, et du fait qu'il y ait quand même pas mal de 250 000 personnes qui sont contre le pass sanitaire. Et attention de ne pas tomber dans le piège, Karim, de dire que ce sont des anti-vax, pas du tout, parce que la plupart sont vaccinés. Sont contre justement ce pass sanitaire qui, selon eux, ne sert à rien. Pour le coup, c'est pas dans le TGV qu'on a attrapé le Covid, c'est pas dans le magasin qu'on a attrapé le Covid. Visiblement, c'est pas là qu'il y a eu les foyers les plus importants. D'abord, le premier pays qui a adopté, et il y a plusieurs mois déjà, le pass sanitaire, c'est le Danemark. Oui, et alors ? Et après, l'Italie, tout le monde l'a adopté, le Portugal, l'Espagne est en train de le mettre en place. C'est quoi le pass sanitaire ? C'est un moyen de pousser les gens à aller se vacciner. Et d'ailleurs, il y a eu un effet. Il y a eu un effet. 5 millions Doctolib, donc 50% de la population vaccinée. Voilà. Moi, ce que je crois parce que aujourd'hui, c'est une vaccination obligatoire déguisée, c'est tout. Mais il y a des non, mais attendez, arrêtez de dire il y a plein de vaccins obligatoires en France. Oui, d'accord, mais c'est pas nouveau. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas nouveau et c'est pas les mêmes, et il y en a qui sont, je dirais, beaucoup sur lequel on a beaucoup plus de doutes que celui-là. Tu veux que je te dise un truc, Karim ? Tu veux que je te dise un truc ? Notamment l'hépatite B. Ouais, mais si on avait eu, nous ici en France, pays de Pasteur, pays de la recherche, notre propre vaccin, est-ce que tu crois qu'on serait en train de parler ainsi aujourd'hui ? Oui. C'est la honte pour nous, c'est la honte pour notre pays de ne pas avoir ce vaccin. Mais il y a une chose quand même qu'il faut rendre, faut être honnête avec les gens, faut pas non plus les invectiver parce qu'on va pas aller trop loin. Je comprends et je partage complètement la peur des gens qui disent ce vaccin. Ah non, tu comprends pas, tu dis que c'est des imbéciles. Non, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit clairement qu'ils doivent se vacciner pour se sauver. Je suis très clair là-dessus. Mais en revanche, je comprends la peur des gens sur un vaccin dont on ne sait, surtout la nouvelle technologie, dont on ne sait pas grand-chose. Je la comprends et la partage. Mais ce que je veux dire par rapport à ça... tu veux dire ? Messager, oui. Ouais. Ce que je veux dire par rapport à ça, d'ailleurs, il faut savoir que le soviétique, enfin le russe est aussi un messager. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quoi ? C'est que, au-delà même du fait que les gens aient peur, et c'est légitime, on leur explique rien. Le problème, c'est que le gouvernement qui communique de façon calamiteuse aurait dû être très clair. De deux choses d'une, soit vous dites directement, parce que c'est méthode vicieuse de pousser les gens à la vaccination, je le dis depuis des mois, ça fait des mois que je dis, ils vont nous inciter fortement. Ils vont dire allez-y, mais c'est pas obligatoire. Dites directement c'est obligatoire, on n'en parle plus comme ça. Il avait dit que ça serait pas obligatoire. Mais il a tort, il aurait dû dire obligatoire, on sauve la population. Jamais obligatoire. Oui, mais il a eu tort, parce qu'il a dit un truc et son contraire. On accueille Karim, pas toi, Karim Alouache, mais un autre Karim. Salut Karim. Salut Christophe, salut à toute l'équipe. Moi, je me pose une question, enfin, je m'interroge, Je me demandais si les gens, les antivax, ils avaient eu la même réaction si c'était le virus d'Ebola. Ah ouais, c'est une bonne question. Non, là, ils auraient paniqué. Ebola, c'est tellement évident et tellement monstrueux comme conséquence que... Non, mais il y aurait quand même des réfractaires. Hein. Non, sur Ebola, quand on voit les images, tout le monde Non, mais ceux qui font le plus de bruit, ceux qui font le plus de bruit sont vaccinés. Donc c'est un peu, en fait, il y a une récupération politique qui est insupportable, dans ce pays. Et quand on voit ce qui se passe à côté, franchement, moi je trouve ça vraiment indécent. Ouais, c'est indécent aussi de priver les gens de liberté de la sorte. Et d'ailleurs, tous ceux qui pratiquent ce pack sanitaire et les centres commerciaux aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, Karim, vont en payer le prix lourd et vous allez avoir un bon nombre de personnes qui justement vont se dire moi je suis vacciné mais je suis contre le pass sanitaire donc je reste cohérent, je n'irai pas dans ces genres de trucs qui me demandent pass sanitaire. Et vous allez voir ce qui va se passer. Les restaurateurs qui pleuraient vont continuer de pleurer. Ils vont tous y aller parce qu'on a que toi. Je suis pas d'accord. Ils vont tous y aller pour une bonne raison. Les gars. Pour aller en vacances, ils sont prêts à se faire vacciner. Alors crois-moi que pour aller faire les cours, ils vont pas gêner. Pour le cinoche, pour tout ce qu'on veut. Les cinémas, c'est la deuxième chose. Non, mais il y a une deuxième chose qu'on est. Vient juste de commencer le pass. C'est que
plus le virus continue à circuler, plus les variants il y en aura, bien sûr. et il y a le Colombien qui a été détecté là. Et plus ils deviennent virulents, résistants, au vaccin. Et ils touchent les populations allez, de plus troisième en plus dose, jeunes. hop, quatrième dose, cinquième dose. Non, c'est pas et on est quatrième dose, parti. ce sont des rappels. Il y a plein de vaccins pour lesquels on fait des rappels. Non, mais, la grippe, on se vaccine tous les ans. Allez, moi j'ai une piqûre de rappel, c'est la pub et ça marche. Ça les gars, on peut rien y faire. Là, on signe, là, on dit Dans un instant, Libertad, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous êtes contre le pass sanitaire, venez dire à Karim Alouache et à Gamal Abina que vous n'êtes pas des imbéciles, à tout de suite. Le LGF, le grand forum, mais on termine toujours cette émission avec Libertad, c'est le moment de nous appeler. Vous avez écouté l'émission assidûment, vous avez été heurté par des propos qui ont pu être tenus par deux chroniqueurs aujourd'hui, que sont Karim Alouache et Gamal Abina, ça peut arriver, surtout les deux là. Eh bien 01 40 33 9000, allô bonjour, qui est avec nous, France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, c'est Aïcha. Aïcha, vous nous appelez d'où? Ouais. Ouais, du Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, très bien, très belle région ma chère Ouais. Aïcha, on vous écoute. Ouais. Alors moi, je vous appelle parce que en fait, le gouvernement aussi nous met entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que soit vous travaillez, soit vous faites vacciner. Voilà. Donc, si on travaille pas, eh bien, on n'a pas de si on travaille pas, on n'a pas d'argent, on paye pas notre loyer, enfin voilà. Ouais. Et sinon, on est obligé de se faire vacciner. Voilà. Quel est notre droit? Tu vois, c'est ça. Et en plus, être obligé de se faire vacciner, il peut pas le faire. Il n'a pas le droit de le dire. Donc, il passe par le pass. C'est ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai envie de me faire vacciner, je me fais vacciner. J'ai pas envie, j'oblige pas les autres. Voilà, merci Aïcha. Qu'avez-vous à répondre à Aïcha, messieurs? Très rapidement, encore une fois, la communication gouvernementale n'était pas bonne. Et effectivement, ce chantage à la perte d'emploi est intolérable et inqualifiable. Je la comprends, c'est une chose que je n'aurais pas acceptée non plus. Mais en réalité, il aurait fallu, je le dis et je le répète, simplement rendre le vaccin obligatoire, comme ça on perdait plus de temps en discussion inutile. Ah oui, Karim Alouache? Ah non, mais moi je pense que ce vaccin va devenir obligatoire comme tout. Ah bon, parce qu'il ne l'est pas peut-être? Non, mais il est fortement incité. Non, mais il va falloir le rendre obligatoire de toute façon. La deuxième chose, ce que je veux dire qu'on est sur Radio Démocratie là pour le coup. Hein. Non. Bah, pourquoi tu veux l'être? Non, non, tu veux être en démocratie maintenant? Aujourd'hui, il y a 11 vaccins obligatoires. Si je dis pas de bêtises, ça dérange personne. Bon. Il y en aura un deuxième. Moi, vous savez, on a un exemple à côté, enfin, qui fait partie de la France, qui est un département d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique. Si on veut recommencer à avoir des encombrements d'urgence, de réa, d'hôpitaux, reconfiner, reflinguer encore notre économie et jamais s'en sortir, allons-y gaiement. Mais France Maghreb 2, bonsoir. Ça raconte. J'avais un bon truc. Très rapidement, tu parles de démocratie. Bon, on peut discuter de beaucoup de concepts. Sur ce concept-là, on peut dire, on n'est pas en démocratie, on n'a pas le droit de se droguer. Pourtant, la drogue, ça tue. On n'a pas le droit. Donc, quand on n'a pas le droit de faire des choses qui sont convenues... parallèles. Non, ça paraît intéressant parce que les concepts de démocratie et de liberté, c'est deux choses qui sont différentes. D'abord, pour commencer, démocratie, c'est le droit d'élire quelqu'un. Ça ne veut pas dire forcément l'état de droit absolu. Et surtout, le fait de dire « je suis en démocratie, donc je suis libre », c'est pas vrai. C'est l'espace des auditeurs. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Salut Christophe, ça va? Ça va, ton prénom, ta ville d'appel? Rachid, j'appelle Damien. Rachid Damien, on t'écoute, mon ami. Non mais là, franchement, j'étais obligé d'appeler. Heureusement que tu as répondu tout de suite. Il parle de démocratie. Non mais la démocratie, c'est quoi? C'est au moins avoir... Au moins pouvoir faire ce qu'on veut de son corps. C'est ça la démocratie, c'est pas forcer les gens de se vacciner. C'est faux. Voilà, et ben voilà. C'est faux, non, c'est faux. On peut faire ce qu'on veut de son corps dans une voiture. On peut faire ce qu'on veut de son corps dans une voiture, rouler à 200 km/h, tuer une famille, c'est la démocratie. Voilà. Non, Et puis... la démocratie, c'est le principe de la démocratie, c'est l'état de droit, d'accord, et le droit pour tous et pour les faibles. C'est pas pour les forts. Je vais te poser une question. Dis-moi pourquoi tu t'es fait vacciner. Tu te l'es fait par précaution, c'est bien ça? Non, je le fais pour sauver des vies. C'est-à-dire que si moi je suis contaminant, je ne veux pas mourir d'abord pour commencer, et je ne veux pas contaminer d'autres personnes. Tu penses à ta tronche d'abord? Non, absolument pas. J'ai déjà chopé le Covid. J'ai déjà chopé le Covid, ça va aller. Et puis il a raison. Si jamais il est malade, eh ben lui, il ira pas en réa, donc il n'encombrera pas les hôpitaux. Mais vous vaccinez, ça vous empêche pas de vacciner contaminer d'autres personnes. Alors vous êtes gentil, mais bon. Oui, mais le virus dure moins longtemps. Et puis je vais vous dire une chose, il y a déjà plus de 11 vaccins obligatoires en France. Oui, mais c'est pas les mêmes, Karim. Non, vaccin conditionnel, arrête avec ça. Non, arrête avec vaccin conditionnel. On a le vaccin contre la grippe. On a des vaccins qui posent beaucoup plus de problèmes aujourd'hui, comme le vaccin de l'hépatite B, et on en a la preuve. Aujourd'hui, on a un vaccin qui est
phase 2. qui est testé à grande échelle. C'est un vaccin qui est même pas en phase 3. C'est un vaccin qui est même pas en phase 3. C'est extraordinaire. On parle que de ça. 2,5 milliards de personnes. Alors, on va vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comme la Guadeloupe et la Martinique? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On se vaccine pas. Alors, qu'est-ce que l'on fait? La Guadeloupe et la Martinique, en réanimation, il n'y a que 30 lits. Le problème, il est inversé. Mais même vous avez... Prenons un pays proche de nous. Même vous avez 100 000 lits. Vous avez 2 millions de personnes. Prenons un pays proche de nous qui a négligé la vaccination pour des raisons X et Y économiques, la Tunisie. Je donne le chiffre, il est brutal, le chiffre de la Tunisie. Les images, on les a vues. C'est 20 000 personnes qui sont mortes. 2 000 personnes, excuse-moi. 20 000. C'est bien ça, 20 000, oui, c'est ça. 20 000 personnes qui sont mortes. Pour un pays de 22 000, ouais. Pour un pays de 11 millions d'habitants. Si vous proportionnez avec la France, ça veut dire plus de 160 000 morts. Je suis désolé. S'ils avaient vacciné en Tunisie, ils seraient pas en train de mourir comme en cascade. C'est horrible ce qui se passe. Je veux bien qu'on ait le luxe. Nous, on est des bourgeois. On a des vaccins, ils sont gratuits. S'il y a un problème, il y a l'hôpital pour nous sauver. Ils sont pas gratuits, c'est nous qui les payons. Non, ils sont gratuits aujourd'hui. Ouais, non, mais t'es gentil, mais on les paye quand même. Ils sont payés en demain. Et on les paye avec nos impôts. Tu sors pas l'argent aujourd'hui. Tu ne sors pas l'argent aujourd'hui. Arrêtez de nous faire de. Il est gratuit, Christophe. On paye tout, hein, par nos impôts, les gars. Non. Tout le monde ne paye pas tout. Alors dans ce cas-là, il y a que 20% de la population qui paye des impôts. Non, avec la TVA, tout le monde. Non, il est gratuit. Non, mais c'est pas le problème. Aujourd'hui, tu l'as eu gratuitement. T'as pas donné un billet pour l'avoir. D'accord. Après, il manquerait plus que posteriori. Pourquoi tu l'aurais pas payé? Non, là, je me serais pas fait vacciner. Voilà. Donc tu vois, d'accord. Pour dire que le principe de sauver des vies doit être priorité sur la liberté. Moi, j'en ai marre de ce débat de dire on doit être libre, donc on peut faire crever les gens. Non, la liberté, c'est pas faire crever les gens. On doit être libre de pas se faire vacciner. Mais il a le droit. Mais il a le droit. Non, la démocratie, c'est de composer avec tout le monde. Merci Rachid, on n'arrivera pas à les convaincre, ils sont obtus. Et puis, ils sont plus qu'obtus. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Et puis, vous pensez que aller en réa, c'est s'en sortir? Vous rigolez, j'espère. Il y en a qui s'en sortent, heureusement. Oui, pas beaucoup. La preuve vivante. Non, mais il y en a beaucoup qui s'en sortent pas aussi. Moi, je reviens sur l'Inde, 12 000 morts par jour. Ils seraient contents d'avoir un vaccin. Merci, mon Rachid, je t'embrasse, à bientôt. On va aller travailler au corps, t'inquiète pas. Non, d'ailleurs, je voudrais ajouter que tous ceux qui sont en réa et qui sont d'ailleurs pas vaccinés le disent. Absolument. Ils regrettent tous de ne pas avoir été vaccinés. Quand ils savent ce que c'est. Bon, allez dehors, les gars. Ça suffit, vous m'avez fatigué. Pour un lundi, ça commence bien. Merci, Karim Alouache. Bon retour dans la réalité française. Merci, mon gamin. Merci. On se donne rendez-vous à la rentrée. À la rentrée, absolument. Avec demain, merci, autre Christophe. ambiance, autre émission. Merci, avec Audrey Pronesti, avec Ali et avec Razik Métiche qui seront avec nous juste demain. Un mot, 18h. Pardonnez mes propos extrêmes parfois, merci. mais je suis passionné par le sujet. Dehors, 18h, le journal des RFI dans un instant. Mais ciao.